L'actu jeux vidéo, séries, comics et manga, c'est dans l'Entre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Entre du Geek. Un nouveau numéro après 2 semaines de vacances bien méritées, qui nous a fait énormément de bien, ou en tout cas censé nous faire énormément de bien, parce que je sais pas vous, mais moi je n'ai pas arrêté pendant 2 semaines. J'ai l'impression de ne jamais quitter la radio. Mais je suis ravi de vous retrouver, amis auditeurs, et je passe un petit coucou également à nos amis de Quoi de Neuf Amiens qui, encore une fois, nous ont fait une émission fantastique. On retiendra tous les best-of, toutes les bourdes d'Amélie. Voilà. J'ai avec moi mon équipe, avec notamment Batou, bonsoir, Baptiste, pardon, Baptiste, bonsoir. Ça c'est parce que sur le planning il y a écrit Batou, c'est pour ça. Bonsoir à tous et à toutes. Il fallait bien qu'au moins une fois en 3 ans, je balance le petit surnom que je te donne. Voilà. Oh, t'es pas le premier, c'est parce qu'on me le donne que tu me le donnes, je pense. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, comment ça a été ces 2 semaines ? Eh ben, reposant, moi je me suis bien reposé, merci. Il y en a voilà. qui ont de la chance. Au sommaire de cette émission, on reviendra avec Baptiste sur le FIGE, le Festival International du Jeu de Société de Cannes, et notamment sur l'As-d'Or, le résultat de l'As-d'Or. Est-ce que nos prédictions ont été bonnes ? Est-ce que l'As-d'Or mérite d'avoir eu son As-d'Or, pas comme l'année dernière ? Réponse après la pub. Exactement. On continuera également, on parlera d'un tout nouveau manga qui va sortir la semaine prochaine, The Hitman's Fave, un mélange d'action, d'humour. On aura également toute l'actu geek de Sabrina et on terminera avec le jeu Smash It Wild. Autant vous dire un roguelike encore, on aime les roguelikes dans Entre du Geek. Et ce n'est pas Horta et Benoît, nos chroniqueurs jeux vidéo, qui diront le contraire. En attendant, on est ensemble jusqu'à 21h et c'est parti pour l'Entre du Geek. L'Entre du Geek, sur Happiness. Et Baptiste, tu vas nous faire un retour sur le Festival International du Jeu de Société. Tout à fait, bah oui, puisque comme chaque année, alors que le vrai monde réel de la réalité véritable glisse un peu plus vers l'apocalypse en ce moment, la dernière semaine du mois de février a permis de nous évader quelque peu avec l'organisation du salon annuel du jeu de société en France, le plus populaire, j'ai nommé le FIGE, Festival International du Jeu, qui se déroule à Cannes. Donc, l'autre festival de Cannes s'est tenu du 27 février au 1er mars 2026 et comme chaque année, il a rassemblé éditeurs, auteurs, distributeurs et joueurs autour d'une centaine de nouveautés. En 2026, cette 39e édition a confirmé son rôle central dans l'industrie du jeu de société tout en révélant plusieurs tendances profondes qui pourraient marquer durablement le secteur. Alors l'édition 2026 n'a pas été seulement un succès populaire, elle apparaît aussi comme un moment révélateur de l'évolution du marché, des pratiques, des attentes des joueurs. Entre triomphe des jeux à deux, diversification des styles et explosion de la production, le FIGE a offert un aperçu précis de l'état du jeu de société contemporain. Cannes est ainsi devenu un équivalent français du Salon des Scènes en Allemagne, avec une influence internationale. Alors quelques petits chiffres pour commencer, parce que pourquoi pas après tout, des chiffres c'est bien, c'est ma chronique, c'est moi qui décide. C'est la vitrine du jeu de société en France, elle est organisée au Palais des Festivals, là où il y a les Energy Music Awards et où il y a le Festival de Cannes, c'est le Festival du Cannes du cinéma bien sûr. Sur 60 000 mètres carrés d'exposition, vous aviez 350 exposants venus et des milliers de visiteurs. On a compté à peu près 110 000 cette année, venus tester toutes les nouveautés, participer à des tournois, rencontrer des auteurs. Alors 110 000 visiteurs, ça paraît beaucoup, c'est un peu moins quand même que Essen. À Essen, il me semble, puisque tu nous l'avais dit la dernière fois Damien, mais tu dois peut-être plus s'en souvenir, il me semble que c'est 300 000, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Donc c'est quand même un peu moins qu'Essen, mais 60 000 mètres carrés, c'est un tiers d'Essen. Donc, parce qu'il faut rappeler qu'Essen, c'est 8 immenses halles de jeux de société. Après, tu as aussi l'extérieur aussi à Cannes qui Exactement. donne de la liberté, de l'espace. Et puis c'est un sacré cachet quand même. Tu joues à des jeux sur la plage de Cannes, c'est cool. Et puis je peux vous dire qu'en février, Cannes, c'est très sympa. Et bah oui, et en plus c'est ça qui est surtout ressorti dans tous les articles de presse. Alors bien sûr les articles spécialisés, on peut aller sur le fameux site suisse Gusenko qu'on va beaucoup parce qu'ils sont quand même à la mode en termes de jeux de société. Mais le Parisien
Parisien, BFM, Le Figaro, Libération ont fait tous une review du Festival de Cannes et tous sont assez subjugués par ça, avec notamment tout un tas d'animations qui a lieu en dehors du Fige et qui fait que le salon est très familial, beaucoup plus je pense qu'Essen en fait. Je sais pas. Si, moi, pour avoir fait les deux, je trouve que c'est plus... tu joues davantage à Cannes, ça fait moins boutique. T'as le sentiment d'être moins forcé à l'achat. Exactement. C'est vrai que Essen, c'est une pompe à fric. Hein, c'est une pompe à fric et puis on en parlera après un petit peu plus tard, mais le Festival de Cannes, c'est le rôle central de l'As d'Or, donc finalement on rend un prix ce festival-là, alors que pour Essen, le Spiel des Jahres est déjà donné avant. Donc il n'y a pas ce côté, à la fin du festival, on donne le prix. Le Fige, c'est aussi 5800 professionnels, 460 journalistes influenceurs qui viennent se masser pour parler jeux de société et une présence massive des créateurs, 500 auteurs, 150 illustrateurs. Bon, en fait, il y a du monde ce jour-là, c'est là où il faut aller, c'est the place to be dans le monde du board game. C'est un secteur en pleine expansion, le jeu de société, on ne cesse de le dire dans l'entre du geek. En 2025, le chiffre d'affaires a dépassé le 1 milliard d'euros pour le jeu de société et on est même arrivé à plusieurs dizaines de boîtes vendues par minute en France, donc ça veut dire qu'on a une explosion totale, certes depuis le Covid, on en avait déjà parlé, mais il n'y a pas que ça qui fait que le jeu de société revient pleinement à la mode et du coup le festival international du jeu se place comme Paris Ludique et comme le festival de Vichy comme un vrai fer de lance de cette pratique ludique. Alors je le disais tout à l'heure, le rôle central des As d'Or, c'est le point culminant du festival, ça récompense les meilleurs jeux de l'année, alors de l'année précédente puisque nous ne sommes que 2 mois en 2026. Ce prix constitue aujourd'hui la référence française en matière de jeux de société. L'obtention d'un prix peut transformer la carrière d'un jeu, entraînant une hausse spectaculaire des ventes. Faraway, Ark Nova, Acropolis, Challenger, Dune Imperium, Seven Wonders, Res Arcana, The Mind, Detective, Terraforming Mars, Scythe, Azul, Dixit, Takenoko, Five Tribes, Agricola, Colt Express, tous ont reporté un As d'Or. C'est marrant, tu n'as pas cité le dernier, celui de l'année dernière. C'était quoi celui de l'année dernière? Odin. Non, je citais ceux que j'aimais bien. Non, mais en fait, j'ai surtout cité ceux qui sont dans ma ludothèque. Et en fait, en gros, on se rend compte que tous les grands jeux auxquels on a tous un peu joué autour de la table et auxquels tout bon ludophile a joué, ont tous été primés à cet endroit-là. Alors on a souvent critiqué l'As d'Or, mais finalement l'As d'Or, il a quand même un peu le nez creux des fois, il arrive à trouver des bonnes choses. Alors cette année, l'As d'Or tout public a été attribué à Toy Battle par Riposte Productions. Il mérite, clairement. Il mérite, ça c'est sûr, tout le monde en parle. La dernière fois que j'étais venu au micro, donc c'était avant les vacances, je vous avais parlé de la sélection et on avait dit que ce serait certainement Toy Battle qui remporterait. Donc il n'y a pas trop de surprises. Alors attends, je check. Alors celui-là, c'est bon, un bon point, vas-y. Ce jeu d'affrontement tactique de 15 minutes qui a détrôné les favoris, il est salué pour son accessibilité immédiate, son efficacité redoutable. C'est un jeu d'affrontement tactique léger où des armées de jouets s'opposent sur un champ de bataille modulable, combinant placement, effet, contrôle de zone. Et donc du coup, il y a plein de plateaux, on peut tester plein de solutions, et ça c'est cool, et c'est super familial. Pour rappel, il était quand même en concurrence avec un autre jeu qu'on a bien aimé dans l'entre du geek, c'est Flip 7. Ouais, mais Toy Battle est plus stratégique. Flip 7, c'est un party game. Flip 7, c'est un truc où on va être entre copains, on va boire une bière en même temps, avec modération bien sûr. Oui, l'apéro toujours en modération. Mais on peut boire du coca à l'apéro. Oui, non, mais je veux parler de bière, c'est pour ça. Donc oui, non, en fait, Toy Battle, c'est vraiment la grosse surprise de l'année. On l'attendait pas, mais par contre, c'est pas une surprise qu'il gagne. L'As d'Or initié, c'est Zenith, qui est distribué par Playpunk. C'est un jeu de stratégie spatiale et de tir à la corde, entre guillemets, qui offre une tension permanente sans être lourd. Il confirme la montée en puissance des jeux à deux dans la catégorie intermédiaire. C'est un jeu de majorité d'influence dans un univers futuriste, basé sur le contrôle des planètes et la gestion fine des ressources pour contrôler ces planètes. Et chose qui est géniale, il a battu Take Time, qu'on n'a pas beaucoup aimé à l'entre du geek. On n'a pas accroché à Take Time, alors que tout le monde accroche à Take Time. Mais je suis assez content. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde accroche à ça. Je pense que c'est peut-être des gens qui connaissent pas The Mind qui étaient dans le même registre. Ouais. Je sais pas, mais c'est vrai que je trouve l'engouement pour un jeu où la mécanique est pas non plus révolutionnaire très forte. Regarde The Mind, en effet, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est un jeu qui était un jeu de niche. Je vois encore en salon avec
mon asso de jeux de société, on essaye de proposer des jeux. The Mind, on le propose de temps en temps, mais les gens nous disent non, je connais pas, alors que ça fait des années que ça existe. Je pense que la com faite sur Tech Time a été aussi importante. Quand on a été à Essen, il a été très importante. Ouais. Et du coup, ça met en vitrine peut-être des jeux qui seraient passés qui ont été moins visibles avec d'autres maisons d'édition. Après, c'est vrai que le design est quand même joli. Et puis aussi, tu vois, The Mind, finalement, c'est très simple. On pourrait presque jouer avec un jeu standard à The Mind en mettant les familles de couleurs les unes après les autres. Totalement. Alors que Take Time, il y a toute une illustration, un espèce de background storytelling derrière qui fait qu'ils essayent d'accrocher les gens avec ça, alors que finalement la thématique n'apporte pas grand-chose dedans. L'Asdor enfant, c'est l'île des Mookies qui est sorti par la boîte Le Scorpion Masqué, signé Florian Siriex, on en reparlera tout à l'heure de Florian Siriex. Ce titre a séduit par son matériel foil et ses mécaniques de mémoire et de collection adaptées aux plus jeunes. On peut jouer dès 4 ans à ce jeu. C'est un jeu familial d'exploration et de collecte sur une île colorée où on aide d'adorables créatures en optimisant les déplacements, en remplissant des objectifs. Et ça, c'est cool, c'est tout mimi et ça montre encore que nos petits-enfants ont le droit eux aussi à leur prix. Et puis enfin, en expert, alors j'avais parié sur lui, mais je n'étais pas sûr qu'il gagne. Mais c'est bien Civolution qui a gagné, qui est distribué en France par Matago. Alors ici, pas de minimalisme. Stéphane Feld signe un monstre de gestion, 3 heures de partie, 40 pages de règles. Le jury a salué son audace en primant un jeu sans compromis. Pur héritier de l'école allemande, à l'heure actuelle où on fait des petits jeux, on l'a déjà dit dans l'entre du geek, pour s'amuser, pour aller très vite. Lui, il a décidé de faire un jeu de 3 heures. C'est le futur Terraforming Mars ou Ark Nova. C'est un jeu expert de développement de civilisation, mêlant exploration, technologie, évolution culturelle et tout ça sur plusieurs ères. Il me tarde de l'obtenir et de l'essayer. Alors t'as encore de la place toi dans ta bibliothèque ? Eh ben, tu sais que j'en vends des jeux en ce moment d'ailleurs. Vas-y, fais ta pub, vas-y. Non, mais en fait, quand on a une ludothèque comme celle qu'on avait eue avec Laura pendant très longtemps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux auxquels on ne joue plus. Même, il suffit pas d'avoir une très grosse ludothèque. Déjà, une petite quarantaine de jeux dans une ludothèque, on joue pas à tout. Faut pas se voiler la face. Et puis tu fais partie de ces gens qui acceptent de vendre. Ouais, parce que finalement, il faut que ça profite à d'autres personnes. Je pense que le problème n'était pas du côté de Baptiste pour la revente. Oui, je pense que c'était du côté d'une autre personne. Alors, le palmarès 2026 a particulièrement marqué les observateurs car il met en lumière une tendance forte cette année. C'est la domination du jeu à 2. 3 des 4 As d'or récompensent un jeu conçu principalement pour le duel. Cette situation est assez exceptionnelle parce que ça n'existait pas trop avant, mais ça marque un tournant à cause de plusieurs facteurs. L'évolution des modes de vie, les couples représentent une part importante du public. On joue souvent à 2 à la maison, entre adultes. C'est vrai. On joue entre copains, mais au quotidien, on joue à 2. Et puis les parties à 2 sont plus faciles à organiser, à ranger. Il y a l'accessibilité aussi. Les jeux à 2 offrent souvent des règles un peu plus simples, des parties plus courtes, une interaction directe. Et enfin, l'intensité stratégique. Vu qu'on joue à 1 contre 1, on revient au système des échecs, on revient au système des dames, au système de ce jeu en face à face. Bien sûr, beaucoup plus poussé peut-être maintenant et beaucoup plus différent, moderne. Mais il y a un côté stratégique qui est davantage mis en avant. Alors, il n'y a pas eu que des jeux récompensés comme ça, il y a aussi eu des coups de cœur, puisqu'on a présenté des nouveautés à Cannes, et il y a quelques nouveautés. Alors, je n'ai pas joué à ces jeux, parce que je n'étais pas à Cannes. Par contre, c'est des jeux qui me font tilt depuis très longtemps, depuis que j'ai appris qu'ils allaient sortir. Et je voulais faire une petite liste de ce qui était sorti. Alors apparemment, il y a un prototype qui est proposé en Kickstarter qui s'appelle Yurei. C'est un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs dans l'univers des fantômes japonais. On doit rechercher des talismans cachés, fermer des torii sacrés et surtout, il faudra contenir la malédiction. Le visuel apparemment est magnifique et les rares images que j'ai pu voir, puisque pour l'instant il est en Kickstarter, ont l'air effectivement très belles. On a aussi Borealis, expédition arctique, qui va sortir chez Lucky Duck Games, qui est un jeu d'expédition malin qui fonctionne très bien apparemment d'après les testeurs. Plusieurs façons de scorer qu'il faudra savamment gérer pour remporter la partie. Du matériel de belle qualité, de très belles illustrations et surtout un côté asymétrique qui va plaire aux joueurs experts. Un jeu qui est passé et que j'ai vu passer en plus sur les réseaux sociaux qui s'appelle Le Secret de Wardenkin, qui est un jeu d'enquête et à partir d'illustrations, un petit peu comme Perspective. Là, le jeu d'enquête, il est basé uniquement sur des tombes de cimetières. Donc on va faire une enquête sur des personnes pour savoir si les personnes elles ont bien été tuées de manière normale ou de manière pas normale. Et on n'a que le cimetière pour nous aider. On nous promet des parties d'enquête en 20 minutes, ça va très très vite pour pouvoir trouver la bonne réponse. Et il paraît que c'est pas simpliste. C'est 20 minutes de vrai casse-tête. C'est un jeu pour thanatopracteur, quoi. Ça me paraît en tout cas être quelque chose qui va nous faire retourner le cerveau et ça m'intéresse aussi. Il y a un jeu de sensibilisation à la préservation de l'environnement qui s'appelle Blue Horizon.
ou Blue Horizon plutôt, un pandémique écologique. Où vous devrez lutter contre la pollution, les catastrophes naturelles pour espérer trouver un nouvel horizon. Mécanique fluide, sensibilisation familiale aux enjeux de la pollution et de la préservation de la planète. Alors oui, il existe déjà Daybreak dont je vous avais déjà parlé, mais là, le thème me plaît et ça me paraît être sympa de le faire. Yami, un jeu de pli en mode ouvert, en Legacy. Alors ça m'intéresse énormément. Je vois pas comment un jeu de pli on peut le faire en Legacy. Ah ouais, j'avoue mais ça m'intéresse. Donc rien que ce format-là. Quoique si, tu modifies chaque carte. En fait, ça fait un peu comme Balatro en mode jeu vidéo. Sauf que là, cette fois, tu. Ah ouais, d'accord, je vois comme ça. Je voulais pas penser à ça. Ouais. Tu vas détruire des cartes, tu vas les changer, peut-être tu vas en les rajouter, ouais. En rajouter, mais voilà. Ça a l'air quand même sympa. Mais par contre, ça, c'est le genre de jeu, en effet, en Legacy. Le problème, c'est que ça a intérêt à être assez long. Parce que sinon, un jeu de pli, ça se fait rapidement. Je pense qu'on va rajouter des extensions et des extensions. All in Prediction. Dans ce jeu, il s'agit de constituer la meilleure main de poker, comme au poker. Sauf qu'on ne va pas gagner en ayant la meilleure main, on va gagner en pariant sur celui qui a la meilleure main. Donc on va devoir savoir qui autour de la table a la meilleure main. J'ai l'impression que c'est un concept que j'ai déjà vu quelque part. Un jeu de stratégie, parier c'est comme un peu Skull King en fait, savoir qui a les mains et tout. Mais du coup, ce côté-là me paraissait un peu sympa. Quoi qu'il arrive, le Festival international de Cannes a présenté ses nouveaux petits trucs et il y a eu 350 jeux présentés. Donc vous pouvez trouver votre pépite, bien sûr, si vous allez sur les forums concernés et sur les sites concernés. À noter un petit coup de gueule contre l'intelligence artificielle qui a été prononcé par Florian Sirier lors de la remise de son prix. Où il a mis un petit tacle en disant qu'il défendait les artistes qui créent avec leur âme et pas avec leur prompt, une pique directe, donc du coup à l'IA générative. On observe donc une polarisation aussi, les jeux ultra rapides, 10-15 minutes, qui cartonnent en famille, et de l'autre des jeux experts, toujours plus denses pour les passionnés. Mais finalement, c'est ce qui fonctionne dans ce genre de salon, c'est la coexistence entre tous les profils de joueurs qui déambulent ensemble dans les allées à la découverte de pépites ludiques qui vont leur apporter un peu de bonheur dans ce monde de brut. Plus qu'un simple salon, il constitue un moment clé de la culture ludique. L'édition 2026 montre que le jeu de société continue de se transformer tout en conservant son objectif essentiel, rassembler les joueurs autour d'une table, car dans un monde qui érige des barrières et qui se fout quotidiennement sur la tronche, il est plus qu'essentiel d'être ensemble et surtout de ne jamais oublier que ce ne sont pas que des jeux, dans lesquels le plus important n'est pas le jeu justement, mais les personnes avec qui vous jouez. Eh ben, c'est philosophique, Baptiste. Merci en tout cas pour cette chronique retour du Festival international du jeu de Cannes et notamment des Astors. On se retrouve dans quelques instants dans l'Entre du Geek. C'est l'Entre du Geek sur Happiness. Vous êtes toujours dans l'Entre du Geek jusqu'à 21h et on continue le monde du jeu de société, les news du monde du jeu de société avec Baptiste qui veut nous parler d'une initiative française. Alors désolé pour le bruit du micro. Oui, je voulais vous parler d'une initiative française. Alors une initiative, c'est des entrepreneurs, donc c'est leur but d'entreprendre. Mais quand même un petit cocorico dans le monde du board game parce que l'Est républicain, journal magnifique de Meurthe-et-Moselle, nous a appris l'implantation d'une usine à Houdemont, près de Nancy, une usine qui va se consacrer à la fabrication de jeux de société en France. Et c'est l'entreprise Game in France qui va s'en occuper, investissement de 5 millions d'euros. C'est quand même pas rien, pour transformer ce projet en réalité industrielle. Alors c'est un partenariat inédit, puisqu'il y a plusieurs acteurs du jeu de société en France, notamment plein de boîtes d'édition avec en figure de proue Blue Orange Games, qui est dans ce projet pour pouvoir fabriquer des jeux directement dans notre pays. Blue Orange Games, pour tout le monde, hein, c'est King Domino, c'est la série des Next Station, donc c'est quand même un des piliers du jeu en France. Alors pourquoi fabriquer en France, même si ça paraît un peu évident pour tout le monde? L'usine vise à supprimer tous les irritants de la production en Asie, les délais maritimes excessifs, plusieurs mois, le coût de transport, le côté imprévisible, les frais de douane et les risques géopolitiques. Il veut aussi avoir une forme de souveraineté et d'écologie. Alors là où tout le monde a en mémoire les désagréments concernant les approvisionnements du jeu lors de la crise du Covid et du blocage du canal de Suez en 2021, le projet promet de réduire massivement l'empreinte carbone et de reprendre le contrôle sur la chaîne de production en produisant localement. Le chef du projet il racontait justement que chaque boîte de jeu qu'on a ouverte a probablement parcouru 10 000 km avant d'atterrir sous notre sapin à Noël. Alors Game in France veut changer tout ça.
La standardisation, pour être compétitif face aux géants étrangers, l'usine mise sur une standardisation intelligente des formats et des machines permettant de produire de gros volumes avec une plus grande efficacité. Et il faut bien noter que l'usine, c'est pas simplement un atelier artisanal, elle est calibrée pour faire des énormes productions dans le monde du jeu de société. On prévoit la création d'une trentaine d'emplois directs dès le lancement, avec une montée en puissance prévue à la demande des éditeurs. L'ouverture a eu lieu en 2025 avec des phases de test, et c'est vraiment depuis le début 2026 qu'on a une vraie usine qui va nous produire pas mal de jeux en France, et pour pas plus cher. C'est-à-dire que, en gros, c'est la question que je me pose. Exactement. En fait, sur un jeu comme King Domino, l'Est républicain nous disait que King Domino, ça coûte à peu près 25 €. Si c'était produit en France, Game in France nous promet 27 € à la place des 25 chinois. En fait. Ça va. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est un tournant dans l'industrie du jeu. C'est pas simplement le Made in France, c'est pas juste symbolique, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle du jeu, un petit peu à l'image des Américains. Depuis que Trump a mis des droits de douane phénoménaux, beaucoup d'entreprises américaines, à l'image de Stone Meyer Games, ont décidé de relocaliser leur production aux États-Unis pour pouvoir avoir un contrôle sur leur production, en fait, tout simplement. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est une bonne nouvelle vraiment pour le monde du jeu de société. Il faudra que ça soit suivi parce que malheureusement, Blue Orange Games, c'est une grosse boîte d'édition, mais c'est la seule grosse boîte. On n'a rien sur Asmodée, on n'a rien sur les autres. Après, Asmodée, c'est international. Oui, mais il faut que à la base c'est européen, il faut que ça suive là-dessus. Et plus que quelque chose de français, on pourrait imaginer quelque chose d'européen avec nos amis allemands, notamment qui sont très forts en jeu de société. Oui, ça, il vaut mieux acheter un jeu qui a été fait en Allemagne qu'un jeu qui a été fait en Chine en termes écologiques en tout cas. Bon, en tout cas, c'était les news du monde du jeu de société. Merci Baptiste. C'est l'antre du geek. On continue avec cette fois la partie bande dessinée et manga. Et Sabrina, tu veux nous parler d'un livre qui vient de sortir? Alors oui, je parle de Terre ou Lune, c'est le titre. C'est sorti le 4 février, donc on peut le retrouver au prix de 27,90 € chez l'éditeur Morgan. Alors du côté du scénario, on a Jade Ko qui nous offre une science-fiction bucolique et qui est accompagnée au dessin par Zoc qui nous offre un dessin à l'aquarelle, donc plutôt que des méthodes de dessin aujourd'hui avec les nouvelles technologies, il y a une volonté dans la science-fiction de revenir à quelque chose de plus naturel, avec un dessin plus artisanal, parce que c'est aussi ce qu'elles proposent, ces deux personnes, dans leur bande dessinée. On est dans une dystopie éco-anxieuse qui mêle drame familial et passion pour l'ornithologie. Alors côté histoire, on suit Othello, un jeune garçon qui à 7 ans pense avoir tué accidentellement son père et est placé dans un orphelinat. À l'aube de ses 15 ans, il retrouve un ami d'enfance, Ange, qui lui propose un stage dans une association ornithologique. Ce retour dans ce village natal déclenche une enquête sur le passé tragique de ses parents et sur les secrets familiaux enfouis, tout en explorant sa passion pour les animaux et la nature. L'histoire se déroule sur la Lune, qui a été colonisée et en partie terraformée pour fournir de la nourriture aux habitants de la Terre. Une Terre à l'agonie, victime aux surprises de la surpopulation et de la pollution. C'est étonnant. Mais oui, tout à fait. On met ici en avant la beauté de la faune lunaire, mais qui en réalité révèle l'abandon de notre planète, la Terre. Il y a un second tome qui est aussi prévu pour 2027. D'accord, et tout ça, c'est dans un monde fantastique, du coup. Science-fiction. Mais j'ai l'impression que la science-fiction marche beaucoup en ce moment. C'est un genre en vogue parce qu'en fait, ça répond aussi à des angoisses et à des questions sur le devenir de notre planète. Et forcément, on essaye de voir des solutions ailleurs, dans le futur de ce que ça peut donner. C'est ce qu'on a pu voir avec Arco au cinéma il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est le même genre de dessin un petit peu parce que là, on n'est pas forcément dans la surexploitation de science, de technique qui est mis en avant comme ça dans la bande dessinée. On a quand même quelque chose où la nature reprend ses droits. Il y a vraiment toute une question sur la place de la nature et je pense que ça répond aussi à des angoisses actuelles. C'est ça, on sent vraiment qu'actuellement les auteurs se sont très inspirés. Je pense à Mathieu Bablé justement qu'on a eu la chance de rencontrer à Amiens lors de sa venue, et encore une fois grâce à nos amis de Bulle en Stock, mais je ne les remercierai jamais assez pour ça, qui nous expliquait qu'en effet c'est une angoisse, l'angoisse de l'apocalypse en fait,
est une angoisse grandissante et qui inspire beaucoup les auteurs en tout genre, que ce soit dans cinéma, jeux de société, jeux vidéo et même BD. Après, c'est générationnel, en fait. Je pense que chaque génération s'est emparée des enjeux qui l'intéressaient. C'est pour ça que la science-fiction, elle est apparue, parce qu'il y avait des technologies qui apparaissaient au tournant du 18e, 19e, et donc on les a inclus dans notre écriture, dans nos créations culturelles. Et aujourd'hui, on est sur un tournant écologique, avec le devenir de notre planète, où ça prend de plus en plus de place dans les médias. Et puis, comme Baptiste en parlait tout à l'heure, il y a aussi la géopolitique actuelle qui nous angoisse. Ouais. Et donc, forcément, c'est des choses dont on s'empare forcément dans l'écriture, parce qu'on écrit aussi, on est tous, quand on crée quelque chose, les garants d'une époque aussi. Alors, comme quoi... ça, c'est beau, ça, les garants d'une époque. Ouais, je trouve ça très joli. Mais comme quoi, l'entre du geek, c'est aussi ça, c'est de la geekerie, mais aussi de la géopolitique. Et de la réflexion. Et de la réflexion avec toi, Sabrina. Pas que, vous êtes là aussi pour ça. On continue avec une news, cette fois, qui va parler justement aux plus de 30 ans. Ah. Alors, je ne vais pas préciser aux plus de 30 ans fans d'animé, puisque ici, bien évidemment, vous aurez reconnu le générique de Evangelion, ce summum du monde du manga, avec des robots géants. Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu lieu le festival Evangelion 30, célébrant les 30 ans de la franchise, et du coup a été annoncé un nouvel animé Evangelion, donc coproduit par les studios Kara, qui sont à l'origine de Rebuild of Evangelion, et de Cloverworks aussi, qui sont derrière notamment Spy Family. Ça, Sabrina, tu connais ? Ça, j'adore. Alors au scénario, on aura Yoko Taro, qui est le créateur de Nier Automata, avec bien évidemment la collaboration de Kazuya Tsurumaki, qui est le réalisateur adjoint de la série originale, et de Toko Yatabe, qui a également travaillé sur le film Evangelion 3.0 plus 1.0. Bref, autant vous dire que la hype est là, que beaucoup de fans ont répondu présent et ont vraiment montré que ce nouvel animé les intriguait beaucoup. Pour le moment, aucun détail sur l'intrigue. On ne sait pas non plus quand est-ce qu'il va sortir. Donc, pour rappel, quand même, la franchise Evangelion a été créée par Hideaki Anno en 1995 et ça reste un pilier de l'animation japonaise, explorant de nombreux thèmes comme la solitude, la dépression et la quête d'identité. Et autant vous dire que ça va vraiment plaire aux fans. Vraiment, Evangelion, ils sont à fond. On est encore dans un côté nostalgique en fait. C'est quand même une constante dans notre émission. Oui. Là, c'est vraiment une réflexion qui vient d'arriver tout de suite, mais on marche énormément sur la nostalgie en ce moment. C'est comme si les geeks de la première heure étaient ceux nés dans les années 80-90 et qui donc aujourd'hui ont accédé à des salaires parce qu'ils ont un travail, ils sont plus des gamins, tu vois, et parce qu'on est devenu grand avec un salaire, maintenant on a le moyen de consommer tout ça encore plus. Et je sais pas si on va pas finalement, nous en tant que civilisation culturelle, se perdre avec le fait de ne plus rien créer de nouveau en fait, si on revient toujours sur cette nostalgie là. C'est juste une des réflexions comme ça en fait, ça ferait peut-être un sujet de chronique, hein, mais un sujet de philo au bac, voilà. Merci en tout cas. Non, mais on pourrait ouvrir une émission sur ça. Hein. Exactement. Donc c'était les annonces du monde du manga et de la bande dessinée. C'est l'antre du geek. Toujours ensemble sur Happiness jusqu'à 21h, il est temps maintenant de passer à la chronique. Et si je vous parle d'un tueur à gages qui souhaite se ranger, un dieu de la gâchette que tout le monde, même les plus téméraires, redoutent, un mec qui possède des capacités hors normes et totalement à contre-courant de la vie qu'il souhaite avoir, cela vous fait immédiatement penser à John Wick, joué par le merveilleux Keanu Reeves. Et si je vous dis qu'il s'agit d'un manga, vous penserez alors à Sakamoto Days, qui reprend totalement l'idée en y ajoutant pas mal de comédie. Et si je vous dis qu'en plus de tout ça, on rajoute des idols, vous vous demanderez bien de quoi je parle. Et c'est tout à fait normal car aujourd'hui, je vous présente un manga qui n'est pas encore sorti mais qu'on a eu la chance de recevoir à l'antre du geek. Aujourd'hui, je vous parle de The Hitman's Fave. Putain, je découvre plein de choses sur toi. Déjà que tu trouves Keanu Reeves magnifique. Non, j'ai dit merveilleux. T'allais dire magnifique et tu t'es... Les deux, mais voilà. Il est magnifique. Et en plus, tu as des petites exclus comme ça, donc ça raconte quoi ? En fait, The Hitman's Fave raconte l'histoire de Owaru Endo, le meilleur tueur à gages de tous les temps, qui a cependant une passion qui ne colle pas du tout à son travail, celui des idols et plus particulièrement de Caroline. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une idol ou
Idolu en japonais. Qu'est-ce que c'est une idol ou idolu en japonais, Damien? Eh ben, il s'agit tout simplement de jeunes filles ou de jeunes garçons extrêmement médiatisés et qui doivent conserver coûte que coûte une image à la fois joyeuse et innocente. Alors généralement faisant partie d'un girls ou d'un boys band, ils ont à la fois des talents de chanteurs, de danseurs, d'acteurs, de mannequins, d'animateurs, bref de stars en fait dans tous les sens du terme. Alors faisant partie intégrante de la culture japonaise depuis les années 60, une véritable industrie s'est créée autour de ce phénomène et les fans se déplacent en masse à la moindre séance de dédicaces, de photos ou concerts de leur idol préféré. Alors jusqu'à très récemment cantonné au Japon et à la Corée du Sud, les idols sont maintenant à l'international et le phénomène prend de plus en plus d'ampleur avec même dans notre pays, c'est notamment le cas de BTS ou de Blackpink. Et du coup ça n'a pas un côté un peu malsain ? Alors en effet, depuis un certain temps maintenant, on découvre, c'est vrai, des dérives qui pourtant sont bien présentes depuis le début, mais qui ont été cachées jusqu'à présent, et qui peuvent parfois faire froid dans le dos. Alors on ne compte même plus les épuisements physiques ou psychologiques des idols qui sont poussés à l'extrême par leur maison de disques, ou les fans un peu trop obsessionnels, voire même totalement dérangés, comme des hommes d'âge mûr fantasmant sur des petites idols qui, pour certaines, sont encore mineures. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est également le cas dans d'autres pays, et ceux même en France. Je vous rappelle Claude François à l'époque, qui avait fait la Clo-Clo-Mania, ou la Bruel-Mania même, c'était à peu près pareil. Il y a de la rêve ce soir. Alors sinon, le côté manga du coup. Alors pour revenir à The Hitman's Fave, Owaru Endo est, comme je le disais, un fan absolu de la belle et jeune Kaoline, chanteuse du groupe Rosa Sae. Il se déplace à chacun de ses concerts et se retrouve toujours dans les premiers de la file pour chaque séance de dédicace, mais cela va rapidement lui faire prendre conscience qu'un meurtrier notoire comme lui ne peut être digne d'être fan de Kaoline. Il prend alors une décision radicale, quitter le monde de la pègre et se consacrer pleinement à sa passion. Bien que sa décision soit acceptée par son boss, son passé de tueur à gages le rattrapera rapidement et le mettra dans des situations somme toute improbables. Il fera ainsi face à une tentative d'enlèvement de son idole qu'il déjouera rapidement. Il aura également affaire à un trafic de drogue lorsqu'il s'apercevra qu'étant devenu livreur Uber et transportera de la cocaïne cachée dans des baguettes de pain. Il devra aussi aller à l'encontre de son instinct pour réussir à réaliser une photo avec sa star pendant une séance Pola, comme il les appelle lui-même. Toujours est-il que le passage du monde de tueur à celui des fans d'idol ne se fera pas sans encombre. Il rencontrera également un autre fan, ancien étudiant studieux, qui l'accompagnera dans sa transition et lui permettra de vivre pleinement sa passion. Et du côté du dessin ? On est ici dans un style graphique très très classique, clairement. Les scènes d'action sont très lisibles et sont par contre très intéressantes à regarder. J'apprécie particulièrement voir le personnage principal combattre avec les fameux glow sticks, vous savez là, les bâtons brillants, lumineux, utilisés dans les concerts face à des ennemis qui sont eux armés de pistolets 9 mm. Et les personnages sont plutôt bien réalisés, on les reconnaît facilement et le côté extrêmement sérieux de Owaru transparaît pleinement à travers les pages. Bref, sans pour autant révolutionner le genre, c'est plutôt bien fait. Et au final, t'en as pensé quoi ? Alors, The Hitman's Fave, c'est un très bon manga comique. Alors, les fans de Sakamoto Days retrouveront le côté décalé, bien évidemment, de la situation, et l'humour insufflé dans l'œuvre n'est ni trop lourd ni pas assez. Lintaro Oshima, le mangaka qui signe ici sa première œuvre, a plutôt bien réussi le compromis entre action et gag. J'avoue que j'avais un peu peur au départ de partir dans le lourdingue et graveleux avec un univers des idols qui pose aujourd'hui beaucoup de questions. Mais ici, le côté malsain de cet univers est plutôt bien gommé. Après, on va être honnête, c'est pas une révolution dans le monde du manga. The Hitman's Fave s'inscrit pleinement dans la vague instaurée par Sakamoto Days, mais aussi La Voix du Tablier ou encore Spy Family. Tout naît encore une fois du décalage entre le côté ultra sérieux du personnage principal et l'absurdité de la situation dans laquelle il se trouve. Alors cependant, je dois admettre aussi une chose, c'est que ce tome 1 ne présente que des histoires plus ou moins connectées. En fait, on a vraiment les débuts et il n'y a pas vraiment d'intrigue pour le moment qui ont l'air de se former. On verra bien. J'ai un peu peur qu'on tombe finalement dans le comique pur et dur alors qu'on sent qu'il y a quand même un potentiel. On sent qu'il y a une histoire qui peut se faire, mais bon, pour le moment, ça reste encore, mis avec parcimonie. J'ai pourtant pris du plaisir à lire ce premier volume et je pense d'ailleurs que je lirai le deuxième afin de voir s'il y a vraiment une réelle intrigue qui s'installe. En tout cas, moi je l'espère. Toujours est-il que The Hitman's Fave sort le 12 mars prochain aux éditions Kurokawa et sera disponible chez nos amis de Bulle en Stock pour les Aminois et à l'Imaginarium pour nos auditeurs beauvaisiens. Je leur ai demandé ce matin, les deux m'ont dit oui, on l'aura. Donc allez-y. Super. Allez-y. De l'exclu. Merci Damien. C'est ça. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce manga. Je pense que ça peut plaire honnêtement aux fans de Spy Family, ça peut leur plaire. Voilà. Bah écoute, moi ça me tente bien. En fait, c'est digne d'un bon scénario de film, ça tient la route. Et puis, c'est vraiment le côté, en fait, John Wick, moi, qui m'a fait marrer, parce que vraiment, le gars, il ressemble à John Wick avec le côté très sérieux, très
très propre sur lui, toujours en costard et tout. C'est l'inspiration en même temps. Ah oui, bon, clairement, c'est l'inspiration. Mais voilà, c'est très intéressant et franchement, c'est un petit manga qui à la base, je m'étais dit ouais, et finalement, pourquoi pas, ça donne envie. À voir. C'était donc The Hitman's Five. C'est l'antre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'entre du geek sur Happiness jusqu'à 21h. Il est temps maintenant de passer à la partie film. Et Baptiste, tu veux nous parler d'une adaptation ? Et oui. Alors, on a une nouvelle qui nous dit que le petit robot créé par Osamu Tezuka, qui a été créé en 1952, va enfin avoir le droit à sa série hollywoodienne en live action. Il s'agit d'Astro Boy. Alors pour rappel, c'est un petit robot puissant qui a été créé par le chef du ministère de la Science, le docteur Tenma, pour remplacer son fils Tobio, mort dans un accident de voiture. Et on s'aperçoit rapidement qu'Astro est doté de pouvoirs hors du commun et d'une capacité exceptionnelle à se battre. Il combat le mal, le crime et l'injustice. C'est le studio Sony Pictures qui a récupéré les droits pour porter ce monument du manga de l'animation sur grand écran. C'est une bonne nouvelle pour les fans de ce personnage culte, car un projet de film n'avait pas abouti en 2016, et surtout tous restaient sur une impression plus que mitigée concernant la série 3D de 2009. Ouais, c'était bof. Donc cette fois-ci, on a mis un petit peu les petits plats dans les grands et on allait chercher parmi un duo qui fonctionne bien, Jason Reitman et Jill Keenan, qui sont notamment les architectes de SOS Phantom, le retour, l'héritage et la menace de glace, qui ont plutôt bien marché et qui ont relancé le succès de la franchise Ghostbusters. Ils sont chargés de développer ce projet. Si pour l'instant ils ne sont attachés qu'à la production et à l'écriture, il paraîtrait que Jason Reitman pourrait être éventuellement celui qui passe derrière la caméra pour la réalisation. Alors le film est décrit comme un Pinocchio version robot, mais en même temps c'est l'histoire de base. De toute façon. Il suivra l'histoire d'un jeune androïde doté d'émotions humaines, créé par un scientifique pour remplacer son fils décédé. Donc là, on reste à peu près dans l'histoire. L'objectif de Sony est d'en faire un film familial à grand spectacle, capable de séduire aussi bien les enfants que les nostalgiques de la première heure. Ouais, ça me fait peur. Alors, en fait, on peut avoir évidemment des réserves. C'est que on a l'impression que cette action-là, elle n'est pas faite par des gens qui connaissent en fait c'est ça qui me fait peur. L'œuvre de base. Bien sûr, Reitman et Keenan sont des mecs qui ont bien relancé Ghostbusters et qui sont certainement des pros justement du relancer les projets un petit peu et de dépoussiérer les projets. Si c'est simplement faire un Pinocchio version robot, même si ça suit l'histoire de base, je reparle encore, mais il y a quand même plus de profondeur derrière. Puisque on peut un peu spoiler la vraie histoire d'Astro Boy, je suppose. Oui, ça a 50 ans. Voilà, donc au bout d'un moment, le docteur Tenma, il lâche Astro Boy, en fait, il le renvoie parce qu'il se rend compte qu'il ne remplacera jamais son fils. Donc il y a quand même des choses qui sont un peu plus profondes là-dedans. J'ai peur que ça soit en fait un espèce de happy movie américain qui contente les familles et la ménagère de moins de 40 ans. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça soit le même désastre que Dragon Ball Evolution. Alors, quand on laisse non mais c'est vrai, quand on laisse des Américains reprendre un monument du manga, on l'a vu avec Dragon Ball, on l'a vu avec Death Note aussi, qui ont été totalement détruits par les Américains parce qu'en fait ils n'ont pas cette culture japonaise du manga. La culture japonaise du manga, c'est autre chose que juste boum boum pam pam et puis on met 2-3 explosions quoi. Après on touche quand même à quelque chose, à un auteur qui avait ouvert le monde du manga et puis aussi un animé qui avait quand même touché une génération dans les années 80 dans le Club Dorothée. Enfin, ça aussi, ça avait marqué, c'est ce qui a fait aussi connaître dans le monde occidental le manga et le manga Astro Boy. Il faudrait savoir si Reitman et Keenan en fait ont été touchés par ça eux quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits, et donc du coup il y aurait peut-être un côté chez eux nostalgique qui fait qu'ils vont respecter l'œuvre. J'ai peur que non, parce que le phénomène manga est arrivé aux États-Unis très très tardivement. Donc ça serait à voir. Après tu vois, enfin c'est pas du tout dans la même envergure, mais on pense à Nicky Larson de Philippe Lachaud, qui a vu sa gamin comme vous et moi dans le Club Dorothée et qui lui a rendu hommage. Alors c'est pas le film transcendantal peut-être qui a fait 1000 entrées, enfin tu vois 1 million d'entrées, mais je sais pas combien, mais il a fonctionné parce qu'en fait il a bien su nous ramener ce côté nostalgique. En fait on a partagé les mêmes codes que lui et il a su transmettre ça. Et donc si on a des autres, enfin des réalisateurs, des scénaristes qui ont été touchés de la même façon plus jeunes, peut-être qu'ils pourront mais c'est ça qui me fait peur, également.
Parce que Philippe Lachaud, pour parler de Nicky Larson, il a retranscrit Nicky Larson. Il n'a pas retranscrit City Hunter. Parce qu'en fait, il a repris le Nicky Larson français qui était légèrement différent du City Hunter japonais. Mais là, on ne sait pas ce qu'ils vont reprendre comme matériel. Mais justement, là, le problème, c'est que Astro Boy, faudrait vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque où les deux réalisateurs étaient enfants, Astro Boy soit en Amérique. Ouais, ça, j'en suis pas sûr. Parce que la culture manga, les mangas sont arrivés très très tardivement aux États-Unis. Pour prendre encore un exemple, je sais que j'en parle tout le temps, mais voilà, les Super Sentai en France, ils étaient là avant Power Rangers. On avait ce qu'on avait appelé nous Bioman et Bioman 2, etc. C'était des Super Sentai japonais. Et on avait, nous, les images avec les Japonais, à un tel point que même Dorothée était allée même jouer dans un Super Sentai officiel au Japon, où elle parlait japonais. Aux États-Unis, le problème, c'est arrivé beaucoup plus tard. Après, il y a aussi la question moi, que je me suis posée en recherchant ça. Pourquoi faire... Alors, Astro Boy, c'est marché sur un côté nostalgique encore et tout ça, mais finalement, faire une histoire Pinocchio version robot, il pouvait tout simplement s'inspirer librement d'Astro Boy, de l'histoire, et l'appeler autrement parce qu'il crée une histoire différente qui reprend un petit peu ces codes-là en la dépoussiérant, de façon moderne, parce que ça peut être aussi ça, la façon de passer les œuvres culturelles. Tout ce qui est lié aux gamins aujourd'hui, même certains Disney qui sont liés aux gamins aujourd'hui, c'est des scénarios qu'on a déjà vus, mais vu que c'est des nouvelles générations qui regardent, ça va les toucher, l'archétype du héros, etc. Vrai. Donc pourquoi pas, on verra bien. T'as une date de sortie ou pas ? Pas du tout, pas encore. Bon, on sait jamais, je demande. On continue toujours dans l'univers du cinéma et des adaptations, avec notamment des nouvelles de Sonic 4, puisque Sonic 4, vous le savez, a été annoncé. Et en fait, je vais vous parler du personnage d'Amy Rose, que l'on voit à la fin de Sonic 3. Amy Rose, qui est le love interest, ou en tout cas la groupie de Sonic qui lui court après. En fait, elle va faire son entrée, et c'est Kristen Bell, qui est connue notamment, Sabrina, tu la connais très bien pour... Véronica Mars. Exactement, et The Good Place, qui prêtera du coup sa voix emblématique. Donc, faut savoir que Kristen Bell, elle a déjà doublé des rôles comme Anna dans La Reine des Neiges, donc c'est pas n'importe qui. Ici, elle va pouvoir apporter peut-être une touche plus nuancée, moins caricaturale au personnage d'Amy, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, les producteurs espèrent qu'elle saura équilibrer humour, émotion et dynamisme. En attendant, donc rappelle que Amy avait été brièvement teasée dans la scène post-générique de Sonic 3 en 2024, aux côtés de Metal Sonic. Et dans Sonic 4, elle devrait du coup jouer un rôle beaucoup plus central avec son marteau emblématique. Et voilà, donc on retourne sur les acteurs, on a toujours Ben Schwartz qui va être Sonic, Jim Carrey qui devrait être Dr. Robotnik, qu'on devrait revoir, j'espère. Rien de confirmé là-dessus, mais moi j'adorerais voir ça. Idris Elba qui sera toujours Knuckles et Keanu Reeves qui sera Shadow. Sortie prévue pour le 19 mars 2027. Et en parlant de sortie qui fait beaucoup parler, Baptiste, tu veux nous parler d'un film ? Alors, je suis pas sûr que ce soit très geek, mais vas-y, on accepte. Moi j'accepte parce qu'en fait ça fait partie de la culture populaire de nous, enfin c'est les années 2000 quoi. C'est vrai. Les années 2000, pour moi on va parler donc du coup, parce que je vais pas donner le nom du film mais c'est Scream 7 qui est sorti le week-end dernier, mais en fait pour justifier pourquoi on parle de ça, pour moi ça fait partie des films qui sont sortis dans la mouvance American Pie et tout ce qu'on a vu d'États-Unis qui arrivait à notre culture quand on était ado. Donc finalement, je trouve que ça peut faire partie de ce monde-là. Alors, bon, des gens ont entrepris de maintenir en vie la série de films Scream, déjà en commettant un 7e opus du coup. Et ça me pose déjà un premier problème. Alors dans cette version, l'intrigue débute lorsque un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville de Pine Grove où Sidney Prescott a reconstruit sa vie. Alors que sa fille aînée Tatum Evans devient la prochaine cible, Sidney n'a d'autre choix que d'enquêter avec sa comparse Gail Weather et les jumeaux Mix Martin pour déterminer si le tueur est bien la personne qu'il prétend être. Un scénario renversant d'originalité et de nouveauté donc. Pourtant, le succès du film est fracassant au box-office, un véritable massacre. Le film devient le meilleur démarrage de toute l'histoire de la saga aux États-Unis, avec un record de 44,4 millions de dollars dès le premier week-end d'exploitation, 60 millions si on compte les avant-premières. Rien que pour la journée du vendredi, qui donc la première journée, c'est 28 millions de dollars, donc c'est quelque chose de colossal. Et en France, la tendance est identique avec plus de 100 000 entrées en seulement 24 heures. C'est le meilleur lancement pour un film Scream depuis Scream 3 en 2000. Ah ouais. Les retours rapportés notent une réception contrastée, le public adore. Mais la presse est plutôt sévère, en évoquant une régression créative ou un scénario sans éclat, tu m'étonnes. Le public répond présent avec enthousiasme, donc avec 3,6 sur 5 sur Allociné, alors que les journalistes sont très sévères avec un 2 sur 5.
Le site Écran Large a expliqué que ce succès, par un effet de nostalgie, marqué par le retour notamment de Kevin Williamson, le scénariste original, à la réalisation, et de Neve Campbell dans le rôle emblématique de Sidney Prescott. Mais la nostalgie ne fait que camoufler un vide cinématographique, d'après plusieurs critiques, d'une franchise qui avait pourtant à l'origine bouleversé et dépoussiéré tous les codes du cinéma d'horreur, Ghostface devenant une icône d'Halloween moderne. À la base, Scream, ça fait peur, mais à force de jouer sur les mêmes ressorts, Scream, ça devient ennuyant. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, face à une telle rentabilité, budget estimé à 80 millions de dollars, donc qui est pratiquement rentabilisé dès le premier week-end, et les observateurs s'accordent à dire que sur la mise en chantier d'un Scream 8 serait une bonne idée. Oh là là, mais faut arrêter. Oh là là, mon Dieu. On continue toujours les annonces cinéma avec un film qui, lui, celui-là, me tente, mais à mort. Vous savez ce qui fait un héros. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas un don qu'on a de naissance. C'est rechercher la grandeur. Johnny Cage, tu as été choisi pour le Mortal Kombat. Puis se rendre compte qu'on l'avait en soi depuis le départ. Et oui, la bande-annonce de Mortal Kombat 2 qui a été dévoilée et qui met clairement l'accent sur un tournoi Mortal Kombat beaucoup plus spectaculaire et fidèle à l'esprit du jeu. Clairement, là, c'est assumé comme étant du fanservice. On voit Johnny Cage qui est là, on voit plein de clins d'œil aux jeux vidéo, on voit Scorpion qui fait son Get Over Here, son Viens par ici. Mais il n'existait pas déjà, Mortal Kombat 2 ? Alors, attention, il y a un Mortal Kombat 2 Destination Finale qui a été fait dans les années 2000 qui est une catastrophe absolue puisque ils ont enlevé Christophe Lambert. Là, en fait, ils ont refait un Mortal Kombat, je crois, dans 2020-2021. Et il y a un Mortal Kombat 2 qui revient. Et celui-là, franchement, il va donner envie puisque on va voir à nouveau comment il s'appelle, Johnny Cage. On aura Shao Kahn aussi qui est confirmé comme étant le grand méchant. Clairement là le tournoi sera là. On aura enfin cette dimension épique entre l'Earthrealm, donc la Terre, et l'Outworld, l'Outre-Monde en français. Sortie prévue le 6 mai 2026 en France et à l'international, puis le 8 mai, le 8 mai aux Amériques, en Amérique du Nord, puisque eux ont toujours du retard sur nous. En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. C'est l'Antre du Geek. Happiness, toujours au plus proche de vous. Vous êtes toujours sur Happiness dans l'Antre du Geek, il est 20h. Happiness, votre radio locale. L'Antre du Geek sur Happiness. On est toujours ensemble pour une petite heure et on continue cette fois, on passe du grand au petit écran avec une bande-annonce qui, je sais, fait vibrer tout l'internet. Alors, le tournage a démarré en Irlande il y a quelques jours. Quelques semaines maintenant. C'est ce qu'on a appris grâce à Netflix qui nous a envoyé quelques images pour nous teaser cette nouvelle saison. Alors c'est l'occasion d'avoir des nouvelles du côté de la distribution, du casting. C'est ce que nous montre la vidéo avec la mise en place d'une table. On voit les cartons d'invitation qui nous laissent voir les acteurs et les personnages qu'ils incarneront. Et c'est comme ça qu'on voit dans les nouveaux qui vont rejoindre cette saison 3, Winona Ryder qu'on a vu dans d'autres films de Tim Burton comme Beetlejuice notamment, qui incarnera la mystérieuse Tabitha, Chris Sarandon qu'on a vu dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, Noah Taylor, Charlie et la chocolaterie, ou Eva Green qui sera Ophélia, la sœur de Morticia et qui joue également dans les films de Tim Burton. Donc un casting qui renouvelle un peu la série et qui ne surprend pas, puisque le réalisateur aime bien, a toujours des acteurs un peu fétiches qu'il aime bien voir dans ses différentes productions. Le mec il est monomaniaque quoi. Mais en même temps, il a des acteurs en qui il a confiance, avec qui il aime bien réaliser, donc il y va, il leur fait confiance, et c'est toujours mieux pour faire quelque chose de qualité. On va donc accueillir de nouveaux élèves et professeurs du côté de Nethermore. On nous promet que de vieux secrets de la famille Adams seront déterrés. Du côté de la date de sortie, Damien, il n'y a pas encore de nouvelles, donc ne me pose pas la question. Il faudra encore s'armer de patience, car à mon humble avis, cette saison 3 ne verra pas le jour avant 2027. Ouais, je pense qu'on a le temps. Ce qui est assez ouf, c'est qu'il n'y a pas de date de sortie et c'est valable pour beaucoup de séries en ce moment, mais ils arrivent quand même à nous sortir un teasing.
Ouais. Et en fait, ils font patienter les fans comme ça, avec des teasings. Alors au début, il n'y a pas d'image, et puis après, les premières images qui vont tourner, les premières scènes, ils vont les mettre dans un petit truc de 20 secondes. Et parfois, on s'aperçoit que ces images-là ne sont même pas dans la série. Et oui, en plus, et c'est fou parce que ils ont une technique de communication maintenant qui marche là-dessus, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il s'est passé 2 ans entre deux séries, entre deux saisons des fois. Mais là, clairement, les images, c'est juste pour annoncer le casting et tenir le public, comme tu le dis bien, en haleine. Et là, c'est clairement des choses qui ne seront pas réexploitées dans la saison 3. En parlant de Netflix, justement, Baptiste, tu veux nous parler de quelque chose ? Mais je crois qu'on en a déjà parlé, non ? Alors, on avait parlé de Catan. Ah oui, c'est vrai. On avait parlé de Catan, on avait parlé aussi de Exploding Kittens, qui sont 2 jeux de société qui vont avoir leur série sur Netflix. Il y a déjà la série Exploding Kittens. Elle est assez drôle d'ailleurs, avec Chadieu. J'ai pas du tout regardé, mais il paraît que c'est pas mal. Alors moi, ça m'intéressait pas au départ. Finalement, bon, je vais quand même m'y intéresser. Et puis surtout, il y a Ticket to Ride, donc les aventuriers du rail, qui va certainement voir le jour en série, puisque Netflix a officiellement conclu un accord avec Asmodée pour adapter le célèbre jeu de Alan Moon en long métrage et en prise de vue réelle. Alors préparez-vous à voir les célèbres petits wagons en plastique prendre vie sur votre écran d'ici 2027. Contrairement donc du coup à d'autres adaptations qui ont choisi l'animation, Netflix ici mise sur un film d'aventure historique à grand spectacle. Le film devrait s'inspirer de l'esthétique du jeu original, édité par Day of Wonders, et se déroulant à l'aube du XXe siècle. Alors pour l'intrigue, apparemment, alors le scénario n'est pas très précis encore, il reste assez secret, mais l'histoire devrait reprendre le concept de base du jeu, une course effrénée à travers l'Amérique ou l'Europe. Parce qu'il y a des rumeurs qui sont venues peut-être dans l'Europe, où des aventuriers s'affrontent pour bâtir un réseau ferroviaire le plus vaste et relier les grandes métropoles. Alors on peut imaginer une aventure concurrentielle à la manière d'un tour du monde en 80 jours. Des rumeurs parlent d'un mania du rail qui joue le rôle d'antagoniste et contre un groupe d'aventuriers jeunes qui va essayer de créer son propre réseau contre ce méchant maniaque qui voulait abattre. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. On tire... Enfin, clairement, les aventuriers du rail, c'est juste un jeu de placement. Comment est-ce qu'on peut créer une histoire là-dessus, quoi ? Je pense qu'on peut créer une histoire. Donne-moi des sous, je te crée une histoire. Oui, c'est ça. Ouais, alors le projet, il est décrit en plus comme une priorité pour Netflix, qui cherche à transformer ses licences ludiques en franchises cinématographiques, grand public. Ouais, c'est vrai qu'on peut les jouer sur Netflix. 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Une licence possède une base de fans immense et intergénérationnelle. Ça réduit complètement les risques commerciaux pour Netflix. Il y a tout un tas de séries, les aventuriers du rail. Il y a même des fans, des fans jeux qui ont été créés, des versions de fans qui ont été créées. C'est un truc de dingue ce jeu. Et Asmodée, pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce que ça permet de s'inscrire dans une volonté de cross-média. Après avoir conquis les tables de salon, l'objectif c'est de s'installer aussi dans le salon, mais dans la télé. Un petit peu comme Catan ou Splendor aussi, qui est arrivé sur les écrans. Puis il y a la guerre du contenu pour Netflix. Il continue de piocher dans le monde du jeu de société parce qu'il est en concurrence avec Disney+, et avec Prime Video, qui propose aussi d'autres contenus. Sur Prime, vous avez par exemple, j'ai oublié le jeu où il faut pas rire, LOL qui ressort, ce genre de concept qui n'existe pas trop sur Netflix. En fait, Netflix, c'est plutôt du documentaire, du film ou de la série, et eux, ils veulent aller vers d'autres choses. Finalement, c'est pas si déconnant que ça. Par contre, on est d'accord, Damien. Attention, parce que Amazon est en train de se casser la gueule avec LOL qui ressort. Oui, c'est moins en moins bien. Et bien sûr, mais il y a d'autres contenus qui existent là-dessus. Les contenus sportifs là, qui montraient les coulisses de la F1, du rugby, du vélo, commencent un peu à s'essouffler aussi du côté de Netflix. Et c'est peut-être une nouvelle façon d'attirer un autre public, ou alors de conserver un public qui joue et qui regarde des séries. C'est peut-être ça aussi. Peut-être ça. Mais on est d'accord, Damien, ça me paraît très léger comme matériel de base. On aurait pu choisir un Terraforming Mars où on aurait plein de choses à raconter. Un site, il y aurait tellement de choses à raconter parce dedans. Qu'en plus, l'univers est hyper chargé. Et je pense que c'est peut-être un peu trop niche pour Netflix et les éditeurs de jeux. À mon avis, ils veulent un truc grand public. On aura un film Monopoly, tu peux en être sûr, un jour. Ouais, mais tu vois, même un film Monopoly, je pourrais presque l'entendre plus qu'un film Les Aventuriers du Rail. Parce que Monopoly, il y a cette idée de construire une vie, de construire... Tu vois, ça peut être une guerre à la Dallas, en fait. Monopoly, ça pourrait être Dallas. Mais peut-être que les aventuriers du rail, ils peuvent aussi jouer sur l'espèce de casser le 4e mur, où en fait, dans le monde où ils vivent, ils installent leurs wagons avec des mais tu vois, il a le problème. Si en fait, le seul intérêt, c'est juste casser le 4e mur... Oui, c'est sûr que c'est pas... Alors que, comme tu dis, un safe, avec tout l'univers, ce serait oufissime. En parlant d'ailleurs de Netflix, tout ça, il n'y avait pas d'histoire de rachat ?
Bah ouais, justement, moi je voulais revenir sur un nouveau rebondissement dans cette fameuse série qui nous tient en haleine depuis la fin 2025. Dans notre série sur le fameux rachat de la Warner, on était resté sur une phase où Netflix était donné vainqueur et cela sentait très bon pour eux. Ah ouais. Mais que serait une bonne série sans un super rebondissement, ou quand la réalité est toujours plus inventive que la fiction? Pour le coup, finalement, Netflix laisserait le champ libre à Paramount. La franchise au grand N, qui avait le soutien du conseil d'administration, a renoncé à aligner son offre de rachat sur Paramount et qui a su bien monter les enchères. Netflix estime à l'heure actuelle que ce n'est plus une opération financière aussi attractive. On suit le feuilleton depuis maintenant 5 mois. On devrait avoir une issue le 20 mars, date à laquelle doit se tenir une assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle l'avenir du groupe devrait se jouer, laissant là peut-être de nouveaux rebondissements se faire. Alors si Paramount l'emporte, Warner doit tout de même 2,8 milliards à Netflix pour résiliation de leur union. Une somme que Paramount, en plus des 111 milliards, s'engage à verser. Donc ils devront payer 111 milliards pour le rachat de la Paramount, pour le rachat de Warner, et les 2,8 milliards de la cassation du contrat de Netflix avec la Warner. On en arrive quand même à des chiffres qui sont totalement hors sol. Et on est hors sol, et en plus de ça, le fait que Netflix abandonne le rachat l'a même reboosté dans le cours de la bourse, parce que son action est remontée à 10%. Enfin, elle a gagné 10% à la bourse actuellement. Et en fait, l'idée pour Paramount, ce serait plutôt une fusion en fait, de leur contenu avec HBO. Pour l'heure actuelle, ils partiraient sur ça si le rachat se confirme, ce qui semble être le cas. Ce qui est, juste pour qu'on se rende compte, le plus gros budget de la France, en budget simple, c'est les 70 milliards de l'éducation nationale. Ça veut dire que là, on a un budget qui est plus haut que ce qu'on donne à l'école en France. En fait, c'est un truc de dingue en fait, dingue en termes d'argent. Après, c'est vrai que c'est du privé, donc voilà. Oui, non, mais c'est pas une critique de l'argent, mais c'est juste pour montrer qu'on est sur des sommes qui sont colossales en fait. C'est totalement hors sol, je trouve. C'est hallucinant. On est dans des considérations qui sont. Donc, l'opération Netflix, même ce qui est assez troublant, c'est que même en renonçant à l'heure actuelle à un achat qui lui était promis jusqu'à présent, elle sort gagnante de l'affaire finalement. Ouais, parce que finalement, je crois que c'est ça, les actionnaires n'étaient pas forcément pour le rachat de Warner Bros. Ils avaient le soutien du conseil d'administration, ça c'est sûr. Après, c'était plutôt aussi du côté sociétal aux États-Unis, où on critiquait clairement le rachat par Netflix. On était beaucoup plus bienveillant à l'égard de Paramount, ce qui a l'air de se dessiner. Je pense qu'il n'y a pas le côté domination forcée. Parce que là, du coup, avec le rachat par Paramount, ça ferait qu'on aurait un deuxième mastodonte. On aurait Netflix et Paramount, enfin, et Disney Plus aussi. Donc, du coup, il sera à 3 au lieu d'avoir juste Netflix et Disney Plus qui se tirent la bourre. Donc, puis en plus, ça allait casser un peu l'industrie du cinéma, ce qui ne va pas forcément être le cas autant qu'avec Paramount. C'est ça. Baptiste, également, tu veux nous parler d'une série qui dévoile ses premières images? Et oui, la série God of War sur Amazon, qu'on attend, que les fans attendent, plus que moi, puisque je suis un peu moins fan. J'avoue que j'attends, moi, quand même. Mais alors, c'est surtout que j'ai pas trop joué au jeu du tout, moi, donc c'est quelque chose qui m'a moins touché, mais je pense que l'univers me plairait. Les toutes premières images officielles ont été dévoilées par Amazon et Sony. Elles montrent Kratos et son fils Atreus dans un décor enneigé, rappelant la scène de chasse qui ouvre le jeu de 2018. Ouais, alors bien sûr, on est dans la version God of War viking, on n'est pas dans ce qui était dans la mythologie grecque au tout départ. Ce qui revient de toutes les critiques qui sont passées sur les réseaux, c'est que c'est une fidélité jugée extrêmement proche de l'esthétique du reboot nordique des jeux vidéo. Les fans saluent d'ailleurs cette fidélité. Pour une fois que les fans de jeux vidéo sont très, très contents, on va prendre ça. Par contre, les créateurs originaux du jeu se montrent un peu plus critiques en pointant un côté un peu cosplay, une image qui manque de puissance organique selon eux, même s'ils sont assez contents de ce qu'ils ont vu. Alors ils sont associés au processus de création, ce qui est important de le préciser. Kratos est incarné par Ryan Hurst, qu'on a connu pour Sons of Anarchy et qui doublait d'ailleurs Thor dans le jeu God of War Ragnarok.
Donc du coup, on a une filiation qui existe là, comme dirait Karim Debache dans sa série, coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une. Alors Atreus ou Atreus, je sais pas comment on prononce, Damien, tu peux Atreus, qui va être joué par le jeune Callum Vinson, donc jeune garçon qui va prêter ses traits au fils du demi-dieu. On aura les dieux nordiques, le casting va s'étoffer avec Ed Skrein qu'on a vu dans Deadpool, dans le rôle de l'antagoniste Baldur, Mandy Patinkin en Odin, Olafur Darri Olafsson dans le rôle de Thor. Voilà, on va voir un petit peu tous ces personnages-là. Et puis attendez-vous à pas avoir un Thor à la Marvel. Hein. Là, c'est le Thor bedonnant, bourru. Tout à fait. Tu te prends une claque, tu dégages. Quand on voit Olafur, oui, là, on n'est pas sur le côté plastique belle de Chris Hemsworth, ça c'est sûr. Complètement. La série adaptera l'arc nordique entamé en 2018, comme je disais tout à l'heure. On y suivra Kratos, exilé en Midgard, qui entreprend un voyage périlleux avec son fils pour disperser les cendres de sa défunte épouse Faye au plus haut sommet des royaumes. Le projet est dirigé par le showrunner Ronald Moore, qu'on a vu notamment sur Battlestar Galactica ou For All Mankind, et il sera aussi avec Frédéric Toy, qu'on a vu dans Shogun. La réalisation des premiers épisodes a déjà été lancée. Donc du coup on va avoir une équipe quand même qui tient la route pour faire cette adaptation de God of War. Pour le calendrier, parce que tu vas me poser la question, exactement. Amazon a déjà commandé 2 saisons, donc déjà Amazon sait que ça va marcher. Le tournage doit débuter, a débuté même début 2026 à Vancouver, ce qui laisse présager une sortie sur Prime à l'horizon 2027, même s'il n'y a pas une date précise qui a été donnée. On parle du premier trimestre 2027, mais dans ce genre de production qui va demander effets spéciaux, énormément de figurants, énormément de grosses choses, il est possible qu'il y ait du retard. Mais clairement, ça, je pense que ça va plaire, parce qu'en plus, l'arc God of War Ragnarok était très très apprécié. Moi, je l'ai perso. Malheureusement, j'ai jamais eu le temps de le finir, c'est dommage, mais il est génial. Il a une réalisation qui est très belle. C'est un film en lui-même déjà, le jeu vidéo, donc clairement il y a moyen que ça rende quelque chose de bien. C'est ça qui m'interrogeait, mais c'est comme souvent, c'est comme si tu t'adaptais à un Assassin's Creed en fait. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais, mais ils étaient nuls. Hein. Et en fait, je trouve que les Assassin's Creed, surtout les derniers, sont déjà des films en eux-mêmes. C'est ça. Et en gros, tu vois, tu dis, même si les fans ont l'air d'être contents sur les premiers visuels, ils n'ont pas l'histoire, ils n'ont pas comment ça va être amené. Ouais, mais honnêtement, les fans, si tu leur mets un truc qui est refait du jeu, ils seront contents. Oui, voilà. Oui, et donc du coup, ceux qui connaissent pas le jeu, ils vont quand même être contents parce qu'ils vont découvrir quelque chose. Les fans étaient plutôt partagés sur les premières images. Hein. Moi, j'ai un peu suivi ça, et c'est vrai que sur ces premières images, il y avait quand même un peu une déferlante de critiques. Bon. Donc on verra premier trimestre 2027, c'est ça ? Pour l'instant. Après, il faudra s'attendre à du retard, parce que c'est des grosses productions. Une série par contre qui est déjà sortie en VO, que malheureusement je n'ai pas pu regarder, mais qui va sortir bientôt en VF. Envoyez une instru. Sortez-nous un truc qui tabasse. Faites du sale. Je suis John Dorian. Ne draigne pas. Oh mais si. Non. Je retire. J'arrive pas à trouver le rythme. Peut-être parce que t'en as aucun. Il va nous falloir un check. Prêt ? Top là et on descend. Et on secoue les doigts. Si on a le temps, bien sûr. Regarde-moi cet équipage à la dérive. Je suis pas certain de savoir enseigner à ces jeunes. Je suis encore un peu maladroit dans certains gestes. Si ton rêve d'enfant était de devenir un médecin médiocre, bravo, mission accomplie. Dr Cox, je vais devoir vous demander Eh oui, de Sabrina. Alors oui, j'ai coupé un peu brutalement j'étais dedans, puisque effectivement la bande-annonce dure 1 minute 52, de quoi nous tenir en haleine. Il s'agit de Scrub. Alors évidemment pas geek, mais culture pop évidemment. C'est pour geek, si non, c'est geek parce que tu aimes, et tu ne mets pas le curseur quand tu veux, Damien. D'accord, c'est pas geek, c'est culture pop. Et je me permets de te couper pour réenchérir, parce qu'effectivement c'est pour ça que tu dis que c'est geek. Parce que c'est pop culture, on est d'accord, mais dans ta définition de geek, c'est pas geek Scrubs. Hein. Donc clairement. Donc il y a un reboot qui est attendu le 15 avril en France pour la VF, puisque comme Damien vous l'a très bien dit, c'est déjà sorti aux États-Unis. Depuis le 25 février. Zach Frapp va reprendre du service à l'hôpital du Sacré-Cœur 16 ans après sa dernière garde. On aura le droit à 9 épisodes qui sont attendus. Le show donc a débuté. On y retrouve JD et Turk qui vont se retrouver ensemble pour la première fois depuis
depuis longtemps. En 16 ans, la médecine a évolué, les internes ont changé, mais leur bromance, elle, est toujours intacte. On va te retrouver Elliot, notamment, un personnage que tu adores, Damien. Ah oui, c'est joué par Sarah Chalke. Ouais, les fameuses gimmicks « Je suis un aigle !» Voilà, je savais que ça allait te parler. La morale de fin et l'innommable Dr. Cox. Et les fameuses cacahuètes qui fait que depuis que je regarde Scrubs, je n'arrive plus à dire cacahuètes correctement. Voilà, c'est à cause de JD. Non, voilà, merci vrai, hein. JD. Alors, dans cette 10e saison, on est entre le reboot et le remake. Hein. Là, on est clairement, pour reprendre un peu les débats qu'on avait lancés comme ça sur la table la première heure, on est clairement dans une série avec une 10e saison qui est faite pour les nostalgiques, tels que Damien, pour cette série culture pop, je le rappelle. J'adore Scrubs, franchement, c'est une série qu'il faut avoir vue. Alors, sauf la saison 9. La saison 9 n'existe pas, puisque la saison 9, c'est de la merde. Pourquoi, en fait, le doublage français, il sort après? Pourquoi ils n'ont pas fait en même temps? C'est quoi Bonne question. Il y a une raison? Justement, je suis très étonné de ça. Alors, c'est diffusé sur Hulu aux États-Unis et en France, c'est diffusé sur Disney+. Donc peut-être que c'est le passage. C'est une question de droit, ouais. Je pense que c'est le passage de. C'est rare aujourd'hui de voir ça. C'est ça pour ça. C'est rare, mais je pense que c'est une question d'exploitation. Ils avaient le droit à condition de diffuser internationale, peut-être quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Mais c'est peut-être ça. Mais du coup, c'est vrai que. Pour rappel, donc n'hésitez pas à regarder bien Scrubs. La saison 9 n'existe pas, puisque la saison 9, en fait, c'était une commande de la chaîne, puisque la série était censée s'arrêter à la saison 8 avec un dernier épisode fantastique où JD claque la porte. Donc on ne doit pas regarder la 10e, puisqu'elle s'arrête à la saison 8. Attends. La saison 8, on a JD au dernier épisode qui se remémore tous ces trucs, tout son passé. Et la saison 9 qui arrive derrière, où ça change absolument tout. Donc regardez jusqu'à la 8. Évitez la saison 9 et regardez la saison 10. Voilà, c'est le conseil du fan de Scrubs. Et merci en tout cas pour les news du petit écran. C'est l'antre du geek. On est encore ensemble en direct sur Happiness dans l'antre du geek jusqu'à 21h et on continue les actus avec cette fois le monde du jeu vidéo et notamment une actu qui a beaucoup fait parler d'elle puisque a eu lieu le Sony State of Play, à savoir la conférence Sony qui a eu lieu le 12 février dernier, donc juste avant, c'est dommage, à un jour près, on aurait pu en parler avant les vacances, mais du coup non, on en parle 2 semaines après. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont fait grand bruit. Alors je vais vous faire un peu les annonces dans l'ordre chronologique. Il y a eu Kena 2, Scars of Cosmora, qui a été annoncé. Donc, faut savoir que c'est la suite attendue de Kena's Bridge of Spirits. Donc, on est dans l'univers de l'île Cosmora, bien plus vaste et mystérieuse que celle du premier opus. Donc, Kena, désormais une guide spirituelle expérimentée, va y affronter une corruption puissante qui brise son bâton, symbole de son identité et de sa survie. Donc là, ça promet des combats plus dynamiques, une exploration renforcée et bien évidemment une Kena qui devra maîtriser une forme ancienne de guidance pour manipuler les éléments et survivre. Donc prévu en 2026 sur PS5 et PC, pour le moment aucune date précise annoncée, mais le jeu est développé par Amber Lab en partenariat avec PlayStation Studio. Voilà, donc en résumé, vraiment une suite qui est ambitieuse, plus grande, plus profonde et visuellement sublime, avec une héroïne en quête de réponse sur une île mystérieuse. Et c'est un jeu qui devrait marquer 2026, mais qui pour moi n'aura pas quand même le GOTY, qui ne vaut pas... Tu cherchais le GOTY dans toute la liste, c'est ça? Non, mais qui n'aura pas Clair Obscur, enfin qui ne vaudra pas Clair Obscur. Autre jeu également qui a été annoncé, c'est For Loop, un jeu coopératif dévoilé du coup lors de ce State of Play. Il s'agit d'un tir en coopération, ce qu'on appelle un co-op shooter, avec une mécanique de répétition intelligente. Donc l'idée ici, c'est de progresser en comprenant et en maîtrisant chaque boucle, chaque run, pour donner l'impression d'une évolution constante plutôt que d'une simple redite. Un petit style un peu roguelike, dans un univers très science-fiction avec des monstres sanguinaires à affronter en équipe. Donc c'est un jeu qui va miser beaucoup sur la précision, sur notamment le rythme des attaques, la variété des situations et sur une structure qui encourage le retour des joueurs avec une méta-progression et un ressenti gameplay très travaillé. Donc ici on aura bien évidemment le DualSense qui sera pris en charge avec des gâchettes adaptatives et des retours haptiques pour une immersion renforcée. Ils ont décidé vraiment d'utiliser l'ensemble du panel de la PS5. Donc développé par Bat Robot Games et ce sera sur PS5 et PC. Pas encore de date annoncée même si on attend 2026.
On verra avec un peu de chance. Faut savoir que du coup c'était une surprise totale pour le public lors du State of Play, mais qui bon, parce qu'il y avait eu des révélations déjà en décembre sur ce jeu. Mais justement, puisque cette fois il y a eu une longue séquence de gameplay. Voilà, c'est le gameplay vraiment qui a surpris tout le monde. On s'attendait pas à voir ça, on pensait juste voir en effet des images comme tu le disais, mais voilà. Et ça va s'inscrire totalement sur la maîtrise progressive et la collaboration avec une vibe proche des titres comme Left 4 Dead, pour ceux qui se souviennent. C'est un jeu qui date des années 2010 dans lequel on était 4 joueurs et on devait survivre à des zombies. J'y ai beaucoup joué en amphithéâtre quand j'étais étudiant. Voilà, monsieur Jordan, si vous m'écoutez, c'est ce que je faisais pendant vos cours. Mais bref. Du coup, tout ce qu'ils annoncent sortent pas forcément en 2026. Pas toujours, mais voilà, c'est des annonces qui ont été lancées. Alors bien évidemment, ils ont parlé de Pragmata qu'on a vu et qu'on a pu tester lors du Paris Games Week, qui est prévu du coup pour le 24 avril. Ils ont annoncé aussi du nouveau pour Dead or Alive, le célèbre jeu de combat Dead or Alive, qui est connu notamment pour sa physique très très travaillée sur les personnages féminins. Voilà, la plastique des personnages féminins qui a fait rêver tout adolescent. C'est ça, et puis des moteurs graphiques vraiment... Alors, outre le côté graveleux, il y a vraiment une prouesse technologique d'un point de vue graphisme, d'un point de vue physique des corps dans Dead or Alive. Ils avaient même fait un spin-off de volley, je crois. De volleyball, beach volley. Voilà, c'est un truc, tu vois, totalement assumé. Donc du coup, on est dans le Et là, on a une date. En effet, alors il y a une date pour Dead or Alive 6 Last Round qui est prévue pour le 25 juin sur PS5, Xbox Series X et S et PC, avec notamment une version définitive qui va inclure les 29 personnages, puisque à la base, c'est un jeu qui était sorti en 2019, dans lequel il y avait 24 personnages de base et 5 DLC. Là, maintenant, il y aura tout, avec bien évidemment des graphismes retravaillés, de nouveaux costumes, un mode photo revu, parce que bien évidemment, le mode photo, c'est ce qui fait le charme de Dead or Alive, et une version Car Fighter également, qui devrait être bien annoncée. Ce projet s'inscrit totalement dans le cadre des 30 ans de la franchise. Baptiste ? Moi, ça me posait une question sur les jeux de combat. Ceux qui ont connu... les jeux encore en 2D, tu vois, avec une façon de combat, par exemple Street Fighter, des choses comme ça. Est-ce que vous prenez quand même votre pied sur ce genre de jeux qui maintenant sont 3D, sont sur cette façon de voir le combat ? Oui, parce que c'est totalement différent. Clairement, en fait, c'est un style de jeu différent. Il y a les fans absolus de Street Fighter qui vont continuer de jouer en 2D. Il y a les fans de Dead or Alive ou de jeux combat comme ça en 3D à la Tekken et autres. C'est... Vraiment, c'est deux styles de jeux différents. Là, je pense notamment à la grande championne française du jeu de combat, Kayane, qui est très très connue sur Street Fighter, mais aussi sur Tekken. Vraiment. Donc c'est vraiment deux styles de combat et c'est différent. Voilà, c'est autre chose. Mais ça demande beaucoup de comment t'appelles ça ? Coordination. De coordination et de dextérité. Moi, j'ai beaucoup gagné sur Tekken en touchant n'importe quelle touche. C'est aussi une stratégie. Ça va l'énerver, ça. Autre chose également qui a été annoncée toujours chez Dead or Alive, en fait, c'est un nouveau Dead or Alive, un DOA 7 ou nouveau projet, on ne sait pas trop, puisque Team Ninja a confirmé qu'un nouveau jeu principal est en développement, sans détails précis pour l'instant. Donc en cours de production, on attend des infos courant de l'année. Mais par contre, ça montre que la série est toujours active et que clairement, le Dead or Alive 6 n'est pas la fin, malgré son titre Last Round. Autre jeu également qui a été annoncé, et celui-là, Baptiste, je sais qu'il va te plaire, c'est 007 First Light. Oui, j'ai vu, mais je vois plein d'annonces en ce moment et de bandes annonces dessus. Ouais. Celui-là, il a l'air génial. Ouais. C'est donc sortie prévue le 27 mai sur PS5, Xbox, Nintendo Switch 2, ça j'ai un peu peur, et sur PC, avec des précommandes qui sont déjà ouvertes. Non, sur Nintendo Switch 2, non, faut arrêter. Donc là, ici, on va partir sur une histoire totalement originale, puisque ça raconte les débuts de James Bond dans le programme 00 avant qu'il ne devienne l'agent emblématique. L'intrigue est indépendante des films, mais fidèle à l'esprit de la franchise. Alors c'est vrai que quand on voit les images, on voit un James Bond ici très très jeune. Ouais, et puis très bad boy, un peu de bad boy. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant d'avoir pris ce parti-là scénaristiquement. Ouais, c'est ça. Après, on va voir dans le gameplay ce qu'ils vont nous inventer. Je pense pas qu'ils vont révolutionner non plus le genre. Non, mais c'est vrai que le thème m'accroche et c'est là où on voit que nos réseaux sociaux nous écoutent, parce qu'en fait il n'arrête pas de m'en proposer en ce moment, quoi. C'est ça. Donc ici on aura du coup le jeu qui va explorer les premières missions, ses relations avec MQ, Miss Moneypenny, les événements qui ont forgé sa légende. On a l'un des méchants principaux qui est Bavna, qui sera interprété par Lenny Kravitz quand même. Wow. Je trouve que c'est classe.
Donc ici, on aura un mélange d'action, d'infiltration, avec des segments narratifs très très ciblés, des combats rapprochés, d'un système d'escalade unique. Bien évidemment, on aura le retour du pistolet d'or qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque de GoldenEye. Plusieurs éditions, bref, autant vous dire que ça intéresse énormément. Et ici, c'est fait par IO Interactive, donc les créateurs de Hitman, qui du coup promettent un jeu qui va allier profondeur de l'infiltration et action pure. Mais voilà. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que celui-là, il va vraiment faire beaucoup parler de lui. Autre jeu également, Silent Hill Townfall, qui a été dévoilé et qui est prévu en 2026, donc pas de date précise à nouveau. Plateforme, ce sera sur PS5 et PC, même si on commence à parler de Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais bon, rien n'a été confirmé. Donc ici, l'action se déroule sur l'île écossaise de Sainte Amelia, une ville recouverte de brume et hantée par des mystères, loin du main habituel de Silent Hill. Le jeu explore l'idée que le phénomène Silent Hill peut se manifester ailleurs. On va incarner ici Simon Hordel, un homme qui se réveille en mer, une perfusion sanguine toujours accrochée au bras, et découvre une ville apparemment abandonnée mais peuplée d'horreurs. Donc là, on sera toujours dans le style de Silent Hill, avec cette fois vue subjective à la première personne, des mécanismes d'exploration, des lignes complexes, bref, un Silent Hill comme on a l'habitude de voir, toujours édité par Konami, et c'est développé par Screenburn Interactive. Il était annoncé depuis 2022 celui-là. Voilà. Mais on a enfin des infos dessus. Rêve Noir également, enfin Rêve Noir oui, comme ça, qui est un tout nouveau JRPG signé également Konami, qui est prévu pour le 30 avril prochain sur PS5, qui annoncé comme un chapitre, enfin un jeu totalement à part, sans aucun lien avec une autre franchise de Konami comme ils ont pourtant l'habitude de faire. Donc cette fois, un monde qui est en proie au Lightfall, un phénomène naturel mortel qui tue instantanément quiconque y est exposé. Donc on va suivre un garçon amnésique et une fille mystérieuse qui entreprennent un voyage périlleux pour mettre fin au Lightfall et sauver leur monde. Donc là on est dans un style JRPG totalement voilà, dans le plus pur style JRPG avec un côté sombre et poétique. On attend de voir ce que ça va donner. Konami reste discret par contre sur les mécaniques de gameplay, mais le teaser et les premières images suggèrent une expérience narrative profonde et immersive. Un autre jeu aussi qui celui-là me tente beaucoup, c'est un nouveau jeu, John Wick. J'adore la franchise John Wick et en fait ils ont annoncé que pour le 31 décembre 2027, alors c'est une date qui est à confirmer, sortira sur PS5, même si on parle aussi de PC et Xbox, ce nouveau jeu qui n'a pas encore de nom, qui sera développé par Saber Interactive, qui est connu notamment pour World War Z, SnowRunner et Warhammer 40 000 Space Marine 2, donc c'est pas n'importe qui. Ce sera fait en partenariat avec Lionsgate, à savoir le détenteur de la licence John Wick, et Chad Stahelski, le réalisateur des films John Wick, avec bien évidemment la bénédiction de Keanu Reeves, le merveilleux et magnifique Keanu Reeves. Donc là, le jeu s'inscrit dans la chronologie officielle de la franchise avec un scénario inédit qui explore une période encore non racontée de la vie de John Wick. Donc l'équipe promet de retranscrire l'essence cinématographique des films. Donc on sera ici dans un action third-person shooter en solo avec une approche cinématographique qui est ultra violente, fidèle à l'esprit du film. Donc avec un système de combat en ce qu'on appelle en gun-fu. C'est ce style de combat mélangeant kung-fu et puis gun du coup et pistolet. Il y aura des actions spectaculaires, bref, c'est clairement un jeu AAA qui va être très très ambitieux. À voir ce que ça va donner, donc pas de détails, enfin on a une sortie en 31 décembre 2027, on verra ce que ça donne, mais en tout cas pas de détails sur le nom. On a une bêta et une démo qui pourraient être proposées d'ici peu de temps, on l'espère. Autre jeu aussi qui fait parler de lui, c'est Saros, le nouveau jeu d'action de Housemarque, qui sont les créateurs de Returnal, qui a été mis en avant lors du State of Play, sortie prévue pour le 30 avril en exclusivité sur PS5 et optimisée du coup pour la PS5 Pro. Donc on aura ici la planète Carcosa, une colonie perdue et mystérieuse en proie à une éclipse sinistre qui corrompt tout sur son passage. On jouera Arjun Devraj, doublé par Rahul Kohli, un agent Soltari Enhancer qui est en quête de réponse sur la disparition de la colonie et les phénomènes étranges qui s'y déroulent. Donc ici on est dans un mélange de science-fiction sombre, d'horreur Lovecraftienne et d'action frénétique. Donc encore une fois on sera ici dans un action type TPS, donc tir à la troisième personne, avec cette fois des améliorations permanentes qui seront là, avec un système d'armure qu'il faudra renforcer, une adaptation du style de jeu. On aura également
des mécaniques très intéressantes comme le Worldial Teleportation, un système de voyage rapide entre les biomes déjà explorés, des événements d'éclipse, des modificateurs, bref, ça tourne sur Unreal Engine 5, donc c'est un moteur de physique de jeu qu'on connaît très très bien et qui devrait faire son effet. Et dernier jeu aussi qui a surpris tout le monde, mais vraiment ça a surpris tout le monde, on ne s'attendait pas à ça, c'est God of War Sons of Sparta qui a été annoncé, sortie prévue pour juste au moment de l'annonce, le 12 février, donc il est sorti, exclusivité PS5. Donc c'est le jeu qui se déroule dans les événements de la trilogie grecque, donc pendant la jeunesse de Kratos et de son frère Deimos, lors de leur entraînement spartiate. Donc cette fois on va incarner Deimos qui part à la recherche de son camarade disparu Vasilis et découvre une menace pesante sur Sparte. Kratos raconte cette aventure avec la voix emblématique de T.C. Carson. Donc ici, ça change aussi, on est dans un action platform en 2D, un peu à la Metroidvania, avec des explorations façon Prince of Persia, Lost Crown ou des combats dynamiques. Donc vraiment, c'est le truc qu'on s'y attendait absolument pas. Ils annoncent environ 10 heures de jeu pour un prix quand même à 29,99€. Donc ça peut être intéressant. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions qui ont aimé le côté nostalgique et innovant, mais c'est vrai que le côté très court comme ça, tout de suite, ça fait un peu mal. Mais voilà, c'était donc le State of Play 2026, oui. Baptiste. Metal Gear Solid aussi. Alors ils ont annoncé en effet un Metal Gear Solid Collection, c'est ça qui va revenir, je vois. Qui va revenir, mais en fait c'est des remakes, tout ça. Ouais, c'est comme Rayman aussi. Rayman aussi. Ils ont annoncé plein de choses. Ils ont annoncé d'ailleurs que Marvel Spider-Man 2 serait disponible pour les abonnés PS Plus à partir du 17 février. Clairement, voilà, il n'est pas ouf comparé au premier Marvel Spider-Man. Et voilà. Donc c'était le Sony State of Play 2026. L'Antre du Geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'Antre du Geek pendant encore un gros quart d'heure et on continue les annonces jeux vidéo avec notamment une annonce qui a fait grand bruit. Je parle bien sûr de Pokémon. Puisque ça y est, on a annoncé la 10e génération de Pokémon, Pokémon Vent et Pokémon Vague qui ont été annoncés là le 27 février dernier pour les 30 ans de la saga. Donc là ici on est dans une inspiration avec un jeu qui va se passer dans des archipels tropicales inspirés de l'Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Malaisie, Philippines, avec des îles, des forêts luxuriantes, des plages et des fonds sous-marins à explorer. Le thème cette fois va opposer l'air, donc du coup le vent, et l'eau, les vagues, reflétées par les environnements et les Pokémon présents. Donc bien évidemment, ce sera une exclusivité Nintendo Switch 2 prévue pour une sortie mondiale en 2027. On a déjà les 3 starters Pokémon. Donc on aura Kaloulou. Kaloulou, oui, le type feu inspiré d'un chiot. Convaincu par Kaloulou. Kaloulou, non, franchement, il me convainc pas. Alors que pourtant, on sait tous que on commence avec un type feu, sinon on n'est pas un bon. Et on aura également Broussatif, type plante inspiré d'un poussin. Alors ça me fait penser à Poussifeu qui était... surtout un type plante, un poussin, c'est un peu particulier. Voilà. Ogeko, le type eau inspiré d'un gecko. Voilà, tout simplement. Ils font plus d'efforts sur les noms, on est d'accord. Honnêtement, ils font plus d'efforts. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il fallait pas dire Roucoups, mais Roucou? Oui, Roucou, parce que c'est des coups qu'on donne, oui, effectivement. C'est ça. Et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Le mec qui a traduit les Pokémon, il est hyper mauvaise là-dessus. Et ouais, mais bon, en même temps... Ça lui casse tout le truc, il avait fait un effort de malade, et voilà. Donc gameplay du coup qui promet un jeu en monde ouvert avec des écosystèmes uniques, des zones générées procéduralement et une forte identité environnementale. Donc au scénario on a toujours Yoko Taro, créateur de Nier, qui n'est pas impliqué ici, mais l'équipe inclut ouais, il faut que je relise mes notes. Par contre ça inclut Shigeru Omari qui est le réalisateur depuis Pokémon Soleil et Lune. Donc autant vous dire que voilà, c'est le gros événement Pokémon qui fait beaucoup parler de lui. Et c'est je sais pas vous si ça vous tente ou pas. Je sais que la Pokémon Zeta, je voulais me l'acheter au départ et puis Digimon est arrivé et a totalement supplanté pour moi Pokémon Zeta. Tu sais, à part Roudoudou, je connais pas trop et Pikachu. Si je te dis qu'une fois par an je refais Pokémon Jaune et Pokémon Crystal, t'as jamais eu au-dessus? Bah non, parce qu'en fait moi c'est les premières. Là c'est la nostalgie qui tape. Mais tiens, ton fils qui a 6 ans, est-ce que tu vas lui acheter Pokémon Vent? Je sais pas, mais en tout cas il a joué un peu à Pokémon Jaune avec moi, donc il a joué bon c'est un peu compliqué encore parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais
J'ai du mal à une 10e génération de Pokémon avec des nouveaux noms. Ça fait beaucoup, on est d'accord. Au bout d'un moment, ça commence à faire et il faut peut-être... Je sais pas s'il faut pas juste lâcher l'affaire. Non, mais on aurait par contre toute la technologie qu'ils mettent, parce qu'il y a des jeux qui sont super convaincants en termes de décor, de gameplay et tout ça, et ils auraient peut-être pu adapter avec les premières générations, au lieu de refaire des Pokémon, tout simplement utiliser les Pokémon qu'on connaît. J'ai vu, il y a plein d'IA qui ont mis en scène le monde avec... les Pokémon, donc tu vois un Dracofeu à échelle humaine dans notre monde à nous, c'est assez bluffant ça, et ça fait la petite flamme de ceux qui ont aimé Pokémon dans les années 90, c'est même ça quoi. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'on va en reparler, ça c'est sûr, parce que d'ici 2027, on aura le temps. C'est l'antre du geek. S'il y a un genre que l'on apprécie particulièrement dans l'antre du geek, c'est bien évidemment le roguelike. Et je peux vous dire qu'en bientôt 3 ans, on en a testé des roguelikes. Et ce qui est pas mal dans ce genre de jeu, c'est que les thèmes sont extrêmement variés. On a de l'heroic fantasy, comme avec Raven's Watch, du futuriste, comme avec Faster Than Light, du casino même, comme avec Balatro. Mais si je vous dis qu'en plus de tout ça, j'ai découvert un nouveau roguelite sur un thème que je n'imaginais même pas une seconde rencontrer dans ce style de jeu, alors sortez vos baskets et vos petits shorts microscopiques, préparez vos meilleures manchettes. Cette semaine, on va faire du volleyball. Cette semaine, on va jouer à Smash It Wide. Alors, dans Smash It Wild, on va donc contrôler plusieurs équipes de 3 joueurs de volley, chacune ayant ses particularités. Chaque équipe est constituée d'un joueur lourd, un moyen et un léger, ayant eux aussi leurs particularités. Au fil des matchs, on pourra débloquer de nouvelles capacités, des objets à équiper ou augmenter les stats de nos joueurs afin de battre le prochain adversaire qui se présentera à nous, et ce, jusqu'à remporter la coupe tant désirée. C'est trop bien, c'est comme Jeanne et Serge. Alors oui et non. Ok, il y a du volley. Mais exit la gamine affreuse que pouvait être Jeanne. Ici, on va jouer des animaux provenant chacun d'un biome bien différent. On aura ainsi l'équipe des Arctiques, composée du manchot, de l'ours polaire et du renard, dont le style de jeu se basera énormément sur les plaques de glace et qu'ils disposeront sur les terrains ennemis. On aura ensuite les Élyséens, avec le crapaud, la biche et le taureau, qui eux mettront des flaques baveuses qui augmenteront les dégâts que les adversaires recevront. Il y a également les chamans, avec le castor, l'aigle et l'élan, qui eux poseront des totems et des esprits qui donneront ainsi des bonus ou des malus en fonction. Et pour finir, on a les radiants, avec le toucan, l'iguane et la tortue, qui eux utiliseront l'énergie solaire pour augmenter leurs attaques et créeront des zones en dehors du terrain qui permettront de marquer des points. Ça, c'est pour la présentation générale. Et comment ça joue ? Alors, il est vrai qu'on peut difficilement quand même imaginer un roguelike dans l'univers du sport et encore moins du volley. Toujours est-il que Goblin Studio, qui est un studio français basé à Thionville, dans l'est de la France, a réussi ce pari qui semblait pour moi impossible. Pour cela, c'est très simple. Chaque match se joue en tour par tour sur un terrain faisant 4 cases de long sur 3 cases de largeur. Autant dire que cela peut paraître petit, mais croyez-moi quand je vous dis que parfois il sera bien trop grand pour vous. À chaque tour, nous sélectionnons le personnage de notre équipe qui va réceptionner le ballon. Ce choix va se faire en fonction de la case sur laquelle se trouve notre personnage, sachant que chaque déplacement va coûter 1 point d'endurance au personnage par case parcourue. Une fois réceptionné, le receveur va perdre de l'endurance équivalent au point d'attaque de la technique reçue, moins sa durabilité. Alors, arrête-moi si je me trompe, c'est un peu comme un système de défense et d'attaque avec des PV. Ah, exactement. Alors, une fois l'endurance ou les PV du personnage à 0, celui-ci ne peut plus se déplacer, il pourra cependant toujours attaquer ou réceptionner le ballon s'il est envoyé sur la case où il se trouve. Et si aucun personnage ne peut réceptionner le ballon, ce dernier est écrasé au sol et l'équipe gagnante marque donc 1 point. C'est donc très proche, un peu comme Pokémon en fait, d'un jeu de stratégie au tour par tour. Et la comparaison d'ailleurs est très bien trouvée, Sabrina, car en effet, chaque personnage possède des attaques qui lui sont propres avec des caractéristiques particulières et des effets tout aussi uniques. On choisira donc à chaque attaque quelle capacité on utilise. Cela va demander pas mal de stratégie afin de réussir à marquer sans se prendre un point entre temps. Il faudra aussi prendre en compte le placement de chaque joueur puisqu'on peut rapidement se retrouver coincé avec des personnages pris au piège par des coéquipiers qui eux ont leur endurance à 0 et qui ne peuvent du coup plus bouger. À la fin de chaque point, on aura le choix entre 3 bonus qu'un de nos joueurs récupérera. Il s'agit parfois de bonus passifs, comme par exemple le fait que nos attaques poussent le receveur adverse d'une case, ou d'une nouvelle attaque qui alimentera notre panel d'actions. Et on enchaîne les matchs comme ça ? Alors pas réellement. Un peu comme si on était le manager d'une équipe, on aura un agenda dans lequel on aura le choix entre plusieurs activités. On pourra aller à l'entraînement pour gagner des capacités. Si on a envie, on peut aussi aller à la boutique pour acheter de l'équipement, à l'aventure si on veut laisser faire le hasard. Et cela viendra se caler entre les jours de matchs d'entraînement contre des équipes non jouables et les matchs de compétition qui, eux, ne doivent absolument pas être perdus, sans quoi la run est alors
terminé. Du coup, à la fin de chaque run, gagné ou non, on recevra des points que l'on pourra dépenser dans le menu des améliorations pour augmenter la puissance de l'équipe que nous allons pouvoir rejouer. Comme dans n'importe quel roguelike. Ouais, c'est tout à fait ça. Et d'un point de vue du graphisme, ça donne quoi ? Eh bien, les graphismes sont plutôt sympas. On est dans un style ici très cartoon, avec des lignes claires et des couleurs bien flashy. Les personnages sont tous reconnaissables et l'action est extrêmement lisible. Après, c'est du vu et revu. Ce n'est pas non plus un banger de ce côté-là, mais après tout, ça fait le travail. Et t'en as pensé quoi au final ? Alors pour moi, Smash It Wide est un très bon jeu de détente qui fait le taf sans pour autant être révolutionnaire. Le principe du tour par tour permet notamment de faire autre chose en même temps. C'est le genre de jeu que l'on va pouvoir lancer avec une bonne série ou que l'on pourra laisser tourner en fond tout en bossant à côté. C'est un petit jeu qui, je pense, se veut sans prétention et à vrai dire, il remplit pas mal le contrat. J'ai passé 11 heures dessus et j'avoue que j'y ai pris pas mal de plaisir. Alors la difficulté n'est pas non plus atroce et je pense que les enfants peuvent facilement se prendre au jeu. Pour vous donner un exemple, dans le peu de temps que j'ai joué, j'ai déjà récupéré 8 des 12 coupes à avoir. Après, justement, ça c'est le souci principal que je trouverais à Smash It Wide, c'est qu'il se termine rapidement. Comme je viens de le dire, j'en suis déjà aux 3/4 du jeu et je n'ai pas l'impression d'avoir galéré plus que ça. Malgré, c'est vrai, un tuto qui mériterait d'être un peu retravaillé, la prise en main se fait facilement et on comprend vite comment contourner ou déjouer les difficultés que nos adversaires mettent sur notre chemin. Autre souci également, et c'est dommage pour un roguelike, c'est que finalement les runs se ressemblent un peu toutes. Alors pour prendre l'exemple de l'excellent Slay the Spire, généralement, on a le choix entre plusieurs builds de capacités possibles en fonction de ce que nous donne le jeu et aussi en fonction de nos choix. Ici, j'ai remarqué que plusieurs fois, le jeu me proposait les mêmes capacités, parfois même dans la même run. Et finalement, chaque équipe va tourner autour du même build. On va ainsi jouer sur les repousses et les collisions avec les articles, sur la visée à la récupération de PV avec les Élyséens. Bref, on a 4 builds différents qui vont se décider au moment de l'équipe et puis c'est tout. Franchement, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Et il n'y a pas de canard dans le jeu. Du coup, ça manque de diversité et je pense qu'en une petite quinzaine d'heures, on a fait le tour et qu'on ne relancera sûrement plus jamais ce jeu. Et je trouve ça dommage. Il n'y a pas de diversité parce qu'il n'y a pas de canard ? C'est ça ta moralité ? Exactement. Du coup, c'est un peu dur, non ? Après, on va être honnête. J'ai pour le moment joué une version test, même si le jeu est prévu pour le premier trimestre 2026, donc très bientôt, puisqu'on est déjà en mars au moment où je fais cette chronique. Il se peut que de nouvelles fonctionnalités arrivent, mais je pense quand même que j'ai joué à un produit qui est relativement proche du produit final. Toujours est-il que Smash It Wide est un jeu que je conseille aux amoureux du roguelite et qui ont envie de se détendre un peu avant la sortie de Slay the Spire 2, qui lui nous fera clairement pleurer des larmes de sang. Alors je n'ai pas le prix de Smash It Wide pour le moment, mais il sera dispo sur Steam, et voilà. Merci Damien. C'était donc Smash It Wide que je vous conseille encore une fois dans l'antre du geek. L'antre du geek sur Happiness. Il nous reste quelques instants et Baptiste, tu avais une petite news un peu insolite à nous présenter. Oui, tout à fait, mais il me semblait que... c'est pas grave, c'est très bien, c'est les coulisses, on est en plein dedans. Oui, une petite news qui est sortie, c'est un article de Gusenko qui me l'a montré, puis après j'ai fait quelques recherches sur Internet pour creuser la question, puisqu'il met en scène 2 choses que j'aime bien, le jeu de société et l'histoire. C'est quand même mon métier d'être prof d'histoire à côté, enfin j'essaye en tout cas. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une prouesse technologique et archéologique, la reconstitution des règles d'un jeu de société romain perdu depuis à peu près 1600-1700 ans, grâce à l'intelligence artificielle, comme quoi l'IA des fois peut bien nous aider. Alors tout commence par une dalle calcaire, l'objet 04433, découverte à Herlin, aux Pays-Bas, dans l'ancienne cité romaine de Coriovalum, bien que gravé de motifs géométriques, personne ne savait comment y jouer. Alors au début on a même cru à des espèces d'artefacts, on a pensé à même de l'art, et puis finalement il est apparu que c'était quelque chose pour jouer. Mais ça correspondait à aucun jeu antique connu par les archéologues. Alors des chercheurs de l'université de Maastricht et de Louvain ont utilisé un logiciel d'IA qui s'appelle Ludi, et pour retrouver les règles, l'équipe a effectué des scans 3D de la pierre, d'analyser l'usure microscopique des sillons, des zones les plus usées qui indiquaient le chemin et les cases les plus fréquentées par les pions à l'époque. Et l'IA a testé des milliers de variantes de règles en s'appuyant sur les bases de données de jeux anciens. Elle a fini par identifier le système le plus logique et le plus amusant, et le plus équilibré, qui correspondait parfaitement aux traces d'usure physique sur la pierre. Alors on est bien d'accord, on n'est pas sûr à 100% parce qu'on ne pourra jamais être sûr à 100%, mais en tout cas c'est ce qui paraît
être l'option la plus probable. Et le jeu a été baptisé Ludus Coriovali, le jeu de Coriovalum. Il s'agit donc d'un jeu de blocage asymétrique opposant 2 forces inégales, 4 pions, les chiens, contre 2 pions, les lièvres. Et l'objectif des chiens est de bloquer totalement les mouvements des lièvres, tandis que ces derniers doivent survivre le plus longtemps possible. Cette découverte prouve que les mécaniques de jeu de blocage étaient maîtrisées par les Romains bien plus tôt qu'on ne le pensait, parce que les plus vieux jeux qu'on avait retrouvés avec ce système de blocage dataient jusque-là du Moyen-Âge, et on n'avait pas trouvé de traces antérieures. C'est également une démonstration impressionnante de la capacité de l'IA à agir comme une machine à remonter dans le temps. Alors attention, il ne faut pas en faire trop, mais là, elle a prouvé vraiment son aide, puisqu'elle a permis de comprendre un petit peu plus à quoi servait un objet qu'on a retrouvé dans des traces archéologiques. Alors si vous souhaitez essayer le jeu, il est désormais disponible en version numérique et on peut reproduire facilement le plateau gravé avec quelques jetons et les règles sont en ligne. Bon, c'est un jeu qui casse pas 3 pattes à un canard par rapport à ce qu'on donne comme chronique aujourd'hui, mais ça montre quand même que il y a des mécaniques qui existent au-delà du simple jeu de dés et du simple jeu de cartes qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Quand tu regardes les échecs, ça a combien de temps ? Ça a plus de 1000 ans, les échecs. Mais c'est même plus que ça. Les échecs, c'est antique. Le jeu de Go au Japon, c'est... On retourne même pour les échecs, on retourne en Inde, on retourne après dans le monde arabo-musulman. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant jusqu'où on peut remonter. Oui, parce que c'est vrai que échec et maths, c'est un mot arabe, en fait. Il me semble, oui, d'origine, ouais. Et en fait, finalement, ça montre encore une fois qu'il y a aussi le travail des archéologues qui est de se questionner sur certains objets, sur certaines choses qu'ils découvrent. Et c'est leur métier de savoir à quoi ça pouvait servir avant. Et ça nous en apprend beaucoup plus sur les civilisations qui ont peuplé nos terres avant nous. Et du coup, c'est ça que j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un jeu qu'on a trouvé en un seul exemplaire ? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, ce qui a beaucoup longtemps posé problème, c'est qu'en fait, cette plaque, où on a pensé que c'était de l'art et tout ça, en fait, on n'en a pas retrouvé d'autres encore. Et on a trouvé des choses similaires, mais pas des choses qui ressemblent là. Alors, pour la période, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, on est plutôt vers la fin de l'Empire romain, donc on est... parce qu'il y a 1500 ans, oui. Oui, voilà, et on est dans les années 300-400. Jules César était mort depuis un moment. Ah oui, on n'est pas sur l'Empire romain. Enfin, l'Empire romain de Jules César n'existe pas, mais on n'est pas sur le monde romain de Jules César, d'Astérix et Obélix, comme vous voyez dans les BD. On est bien plus proche de nous. Mais ce type de tablette-là, avec ces sillons, on n'avait pas trop retrouvé encore. Les archéologues n'avaient pas trouvé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de questions pendant très longtemps. Et ils sont partis sur l'hypothèse du jeu de société, enfin du jeu en tout cas, et ils ont peut-être eu raison. Et du coup, moi j'avais une question. Est-ce qu'à l'époque, ils savaient que le plus important n'est pas le jeu auquel vous jouez, mais les personnes avec qui vous jouez ? Aucune idée. Aucune idée. C'est un jeu qui se joue à 2, donc peut-être que là, un futur as d'or. Peut-être un futur as d'or. Ils avaient l'as d'or en avant. Il y a de quoi plagier, en tout cas. Ça, c'est clair. Merci en tout cas. C'était l'Entre du Geek. Il est maintenant 20h, passé de 58 minutes, et il va être temps pour nous de rendre l'antenne. On va vous laisser avec Greg et son Pelliclap, toujours sur Happiness. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine de 19h à 21h. Je sais même pas qui y aura la semaine prochaine. Franchement, je vais être honnête, amis auditeurs. Mon équipe ne me prévient pas. Je ne suis pas au courant de qui sera là, qui sera pas là. En attendant... Pour être honnête avec les auditeurs, on a le timing de l'émission 10 minutes avant l'émission maintenant. Donc... C'est faux, c'est pas faux. Moi, je suis d'accord avec la version de Baptiste. Toujours est-il que vous aurez en tout cas les dernières news du monde geek, que ça soit jeux vidéo, séries, comics, manga... tout ce qui fait vibrer nos petits cœurs à nous autres geeks. Et le gimmick, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. En attendant, on se retrouve, comme je disais, la semaine prochaine. Retrouvez-nous également lundi de 22h à 23h dans les chroniques du JDR, et tous les jeudis et vendredis pour toi, Baptiste, dans la matinale pour ta chronique hors-jeu. Sabrina pour l'Arpenteuse le mardi. Et pour ma part, dans les savoirs inutiles, donc indispensables, le mercredi à 7h35 dans la matinale. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao. Au revoir à tous. Tous les mercredis de 19h à 21h, c'est l'Entre du Geek sur Happiness. De 19h à 21h, c'est l'Entre du Geek sur Happiness.